Les gens qui sont pas capables de gérer la pression, les gens qui sont pas capables de gérer le stress que l'immobilier peut apporter, c'est peut-être pas fait pour eux. Il y a des gens pour qui aiment la stabilité, un 9 à 5. Si t'es pas capable de gérer justement que tu peux avoir 6 mois de temps quand tu startes, pas une rentrée d'argent, mais faire des 100 heures semaine, puis être bien, puis dormir le soir sans pleurer, c'est peut-être pas fait pour toi. J'ai toujours vu les réseaux sociaux comme étant un outil marketing, un outil de travail. C'est pas quelque chose qui est pour le plaisir pour moi. Je vais quand même laisser une vitrine sur ma vie personnelle parce qu'à un moment donné, de voir juste des maisons en vente, c'est plate à suivre un peu, là. Faut vraiment juste... On peut aller sur Centris aussi. Fait que c'est mes réseaux sociaux quand même. J'ai des événements, j'ai des amis, j'ai une famille. Fait que des fois, je vais laisser une petite vitrine, mais toujours de façon équilibrée. Moi, j'irais pas représenter des acheteurs sur la même transaction, je représente des vendeurs. Ça fait pas de sens. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'est bien amusé avant le pod. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sarah-Christine Trony et Tristan Bouchard. Guys, ça fait quand même longtemps qu'on voulait faire ce podcast. Donc, si je regarde mes messages ici, là, juste pour te mettre sur le spot, je t'ai écrit en 2020. J'ai écrit « Bonjour Sarah, comment vas-tu? J'entends beaucoup parler de toi dernièrement et tout le monde te recommande comme candidate parfaite. J'aimerais te parler de vive voix de mon projet. » Ça, c'est en avril 2020. Ça fait 3 ans déjà. Yes. 3 ans. Et tu m'as répondu, malheureusement, tu n'étais pas nécessairement disponible, tu étais un peu occupé. Alors, tu m'as dit, relance-moi au début 2023. Je te relance, puis finalement, il y avait d'autres choses. Moi aussi, je suis devenu occupé. On était en plein COVID, hein? T'es en plein COVID. J'étais très occupée. Oui, avec tout le surenchère et tout. Ouais. Alors, comme Tristan a dit, le pouvoir des suivis. Le pouvoir des suivis. Oh, c'est un peu comme eu avec l'usure. mais je suis contente d'être là aujourd'hui, merci. Puis c'est ça que je disais à Tristan, et que ça fait longtemps qu'on se disait que tu m'avais demandé de venir sur place, puis je ne l'avais pas fait. Puis c'est pas de procrastiner, mais des fois, je remets à plus tard des choses que je pourrais essayer de trouver. Mais on est tellement occupés dans la vie que des fois, là, je me dis, les moments qu'on peut avoir, c'est les petits moments de qualité, puis on les choisit. Puis là, je pense que justement à ce moment-là, j'étais enceinte, puis tu sais, avec les déménagements, fait que j'étais comme, c'était pas ma priorité. Mais je suis vraiment contente aujourd'hui d'être là. Merci encore. Le truc, guys, c'est tant et si longtemps qu'ils disent pas non, on continue, on lâche pas. Il faut laisser l'orgueil de côté. Puis des fois, on se sent comme, comment ça, il n'a pas répondu, comment ça, elle me laisse. Ça n'a jamais été un non définitif, là. Effectivement, c'est ça. C'est comme là, c'est pas le bon moment. Effectivement. En fait, c'est pas mal comme ça que j'ai eu tous les grands noms dans mon podcast. Des fois, ils sont tous occupés, donc c'est juste en faisant des suivis. C'est un peu comme ça que Tristan a la chance de travailler avec toi. Tristan, comment que tu as commencé avec Sarah exactement? En mars cette année. Mars 2023. Ça a pris 8 mois, je crois. 8 mois? Suivi. Ouais. 8 mois, wow. Suivi. Je l'ai rencontré une fois. Une fois, je l'ai vu. Puis après, 8 mois suivi. Pour 2 semaines au mensuel. Il y avait quand même un contexte. J'avais un contexte aussi que l'équipe c'était pas l'équipe actuelle non plus. Il y a toujours eu des roulements au sein de mon équipe. Puis à l'époque où Tristan a commencé à me communiquer, c'était pas les gens qui sont dans mon équipe aujourd'hui qui étaient là, c'était d'autres personnes. Puis le momentum n'était pas le bon. Les gens voulaient pas nécessairement que je fasse rentrer quelqu'un de nouveau. Après ça, on s'est rencontrés. Faut pas oublier que j'étais une équipe juste de filles avant l'arrivée de Tristan. Tristan est le premier garçon au sein de l'équipe. Wow! Fait que là, il y avait tout ça aussi à venir changer. Il y avait une émission de télé qui voulait faire une émission justement de groupe de filles. Fait que là, je me disais, mais non, je peux pas faire rentrer un gars dans l'équipe. Je veux mon émission à télé. Bref, après ça, il y a eu la fusion avec Philippe. Je peux pas faire rentrer quelqu'un juste avant la fusion. Il faut que je travaille sur la fusion. Bref, c'était comme un momentum qui était long, mais il a toujours fait ses suivis. Puis là, un moment donné, je suis comme, c'est beau, bien temps, là, comme c'est le temps. Puis bravo, Tristan, pour avoir fait ça. Puis encore avec moi, tu m'as fait plusieurs suivis. Hey, Seroujane, est-ce que ça se passe toujours le podcast? Envoie-moi les questions, blablabla. Donc, j'ai vu à quel point tu étais vraiment professionnel, puis tu étais sur la cloche. Dis-moi, c'est quoi le mindset derrière? Pourquoi tu n'as pas arrêté de faire des suivis avec Sarah? Parce que je sais que tu voulais absolument travailler avec elle, mais tu aurais pu arrêter parce que tu aurais pu te sentir démotivé. Tu vois? Ouais. Que Sarah te répond pas ou Sarah te dit pas nécessairement oui ou non. C'est pas une réponse. C'est ça. Moi, tant que j'ai pas un nom,
I love it. Ouais. Je suis quand même quelqu'un d'ambitieux. Mais tu sais, je me rappelle, à mon souvenir, j'étais devant les dirigeants d'agence, puis je disais, si je rentre dans une équipe, c'est avec Sarah. Avec Sarah. Wow. Puis il m'avait dit, comme le match peut être là, mais comme après ça, il m'a dit, Tristan, peut-être que ça fonctionne juste pas. Je suis comme, non, tant que j'ai pas un nom, j'y vais. Non, je suis capable de dire non, définitivement. Là, quand il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas ou je suis pas d'accord, le non, il est très clair. Fait que si ma porte est ouverte, c'est juste une question, des fois, de vie, de moment qui n'est pas opportun, mais tout change. Je suis très contente. Puis, au nombre de personnes qui j'imagine, te contactent pour travailler avec toi, pourquoi tu as décidé de travailler avec Tristan? Puis la raison pourquoi je vous ai amené les deux ensemble, au début, c'était avec Sarah, puis Tristan, quand j'ai vu qu'il y a une belle opportunité de le faire ensemble, c'est parce que je voyais que Tristan, t'es quand même nouveau dans le courtage, ça fait juste 2 ans. Ouais. Sarah a plus de 9 ans maintenant. Alors, des fois, quand on donne des conseils et un nouveau courtier nous écoute, il essaie de comprendre comment il peut appliquer dans sa business, des fois, ça a l'air tellement loin, l'expérience de la personne, qu'on n'est pas capable de nécessairement prendre comme conseil pour nous. Alors, Tristan, je trouve que c'est une belle opportunité pour moi d'avoir les deux, une personne d'expérience et quelqu'un qui commence. Alors, c'est quoi la raison, Sarah, pourquoi tu as décidé de choisir Tristan parmi tous les candidats que tu as eus dans le passé? Puis c'est quoi le rôle de Tristan ici avec toi? En fait, la raison pour laquelle Tristan, j'ai fini par dire « OK, c'est beau, là, rentre bien tard, il y a une place, puis c'est la tienne », c'est parce que j'ai vu, avec ses nombreux suivis, que c'était quelqu'un de très persévérant. Puis dans le domaine, si t'es pas persévérant, que tu t'acharnes pas, tu n'auras pas de résultat. Et quand je voyais à quel point il était, il était récurrent, il était professionnel, c'était pas juste un petit « Hey, salut! » Allô, tu m'as oublié. C'était vraiment des beaux gros messages professionnels. Il me relançait de la bonne façon. Je me dis, mon Dieu, lui, avec ses suivis avec les clients, ça va être impeccable. C'était tous des green flags partout. Pas juste des question marks. Il y a certaines personnes qui se sentent tellement insultées parce qu'on n'a pas répondu. Ils vont t'envoyer comme 4-5 question marks comme s'ils étaient obligés de te répondre. Non, je voyais que c'est quelqu'un qui avait faim, je le voyais, puis ça, c'est quelque chose de très important. Parce que des gens qui me communiquent pour rentrer dans l'équipe, sans exagérer, c'est au moins une fois par semaine. Puis, j'ai pas une équipe, j'ai pas une agence. C'est pas ça qui m'intéresse. Des fois, c'est ça que les gens veulent, se bâtir une équipe énorme. Je peux avoir 100 courtiers qui travaillent dans l'équipe, mais c'est pas ça que je veux. Je veux avoir une équipe où tout le monde est performant, où tout le monde a du succès. Puis je veux pas avoir justement une grosse agence ou une grosse équipe, sachant qu'il y en a un qui réussit pas, il y en a un qui a de la misère. Je veux avoir des gens qui ont du succès autour de moi. Fait que c'est pas en les limitant. Puis je peux pas faire trop rentrer de gens parce qu'après ça, je vais diluer les clients potentiels que je vais avoir à leur offrir peut-être ou la qualité du service aussi de mon côté envers eux qui peut être affectée si on est trop. Fait que c'est pour ça que c'est important. Quand je dis non aux gens qui me contactent, on aimerait rentrer dans l'équipe, c'est pas parce que je veux pas, j'ai pas la structure pour ça en ce moment. C'est pas dans ma vision d'aller grossir l'équipe en ce moment. Je veux une équipe de qualité plus que de quantité. Je comprends. Puis selon toi, avec l'expérience que tu as gagnée, que tu as eue, tu es capable de transférer ça autour de toi pour que ces courtiers ont du succès? Est-ce que c'est quelque chose qui est transférable? Bien, absolument, c'est transférable. Je veux dire, l'expérience que j'ai, ça l'apporte aux nouveaux courtiers. Justement, des choses qu'ils n'ont peut-être pas vécues encore. Au nombre de transactions que j'ai eues, j'ai vécu beaucoup de cas différents que les gens vont revivre. Tu peux prendre n'importe qui et tu peux nécessairement s'assurer que cette personne a du succès? Pas n'importe qui. Ça prend quoi? C'est pas tout le monde qui va avoir du succès. Il faut que, au-delà de la capacité d'apprendre puis d'expérience, les gens qui sont pas capables de gérer la pression, les gens qui sont pas capables de gérer le stress que l'immobilier peut apporter, c'est peut-être pas fait pour eux. Il y a des gens pour qui aiment la stabilité, un 9 à 5. Si tu n'es pas capable de gérer justement que tu peux avoir 6 mois de temps quand tu startes, pas une rentrée d'argent, mais faire des 100 heures semaine, puis être bien, puis dormir le soir sans pleurer, c'est peut-être pas fait pour toi. Puis j'avertis tout le monde. Tout le monde qui est rentré dans mon équipe, là, j'ai l'air de la fille qui veut démotiver tout le monde parce que je leur dis « Attends-toi à ça, 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 ça. » C'est pas une partie de plaisir. Surtout dans les débuts, là. C'est dur. C'est souvent ça qui arrive. Et puis, présentement, vous êtes combien en ce moment? Vous êtes combien de personnes dans l'équipe? Bien là, on est une grosse équipe parce que Philippe et moi qui sont partenaires maintenant. Donc, on est une vingtaine de personnes. 14 courtiers. 14 courtiers, OK. Puis 4-5 adjoints. Ouais. On a fait les choses à l'envers, OK? Je n'ai pas nécessairement présenté ça à Christine Trony.
Annie, Tristan, on a juste mentionné vos noms. Sarah, juste pour que les gens comprennent qui est la personne devant nous, tu vois. Alors, ouais, qui tu es, qui est Sarah? Habituellement, j'ai une structure, puis là, on a commencé un peu un peu à l'envers. Donc, Sarah, ça fait 9 ans que tu es dans l'immobilier. Tu as commencé à l'âge de 21-22. Je pense que tu étais dans la restauration avant, bien ça. Exact. Tu as commencé dans l'immobilier parce que tu aimais pas un peu ce que tu faisais, quelque chose comme ça. Donc, peux-tu parler un peu de pourquoi tu as commencé l'immobilier rapidement et présentement, c'est quoi ton rôle auprès de ton agence, autre que le courtage, tu as combien de personnes et tout? OK. Ben, en termes de cheminement, c'est ça. J'ai été dans la restauration à partir de l'âge de 16 ans. Donc, de 16 ans à 21 ans, j'ai été dans la restauration. Toujours été à l'école en même temps. Les cours d'immobilier, eux, je les ai commencés à 21 ans. J'avais été faire une session à McGill en communication. J'avais pas aimé ça. J'ai toujours voulu faire du courtage immobilier. Puis j'avais des gens que je connaissais qui me disaient justement à quel point que c'était une belle profession, malgré que la majorité des gens ne voyaient pas, il y a 10 ans, le courtier immobilier. Encore aujourd'hui, souvent, c'est pas tout le monde qui va les aimer, les courtiers immobiliers. Et j'entendais du positif, du négatif. Puis on me disait que justement, j'étais pas le profil à succès pour cette profession-là, que j'étais soit trop gentille, soit trop honnête, fallait être sharp, fallait être ci. Puis j'étais comme, non, je suis sûre et certain que si j'y vais, je vais être capable. Fait que j'y étais. À 21 ans, les cours ont commencé. À 22 ans, j'ai eu ma licence. Puis depuis l'équipe, je dirais que c'est environ à 2-3 ans de courtage. Donc, tu as commencé assez rapidement l'équipe. Oui, quand même, parce que en fait, je suis tombée enceinte, j'avais 25 ans. Puis j'ai commencé avec ça. Ça faisait 3 ans. Fait que ça faisait 3 ans. Puis quand je suis tombée enceinte, j'ai eu des petits problèmes avec la grossesse qui m'ont amenée à devoir déléguer, à apprendre à déléguer. Fait que là, je devais en faire un peu moins parce que j'étais alitée. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais me concentrer sur mes forces, on va essayer de déléguer les faiblesses. Je frappe le micro. Excusez. Ouais. Est-ce qu'on entend bien, Thomas? Ouais, on entend bien, OK, parfait. Est-ce que j'ai frappé le micro? Fait que, donc, c'est ça. Quand je me suis mis à déléguer, je me suis rendu compte que ça m'amenait à un autre potentiel parce que je pouvais me concentrer sur les forces qui me faisaient encore plus développer. Puis, au-delà de ça, l'équipe s'est formée surtout quand j'ai vu que je ne voulais pas me retrouver entre un acheteur et un vendeur. Je trouvais que c'était une zone grise, place au conflit d'intérêts. Il y a la nouvelle loi aujourd'hui par rapport au courtage où les courtiers vendeurs ne peuvent plus représenter aussi les acheteurs. Tant qu'à moi, cette loi-là, elle aurait dû exister depuis très longtemps. Intéressant. Moi, c'est quelque chose j'étais très contente. Puis justement, avec le modèle d'équipe, je n'avais plus ça. Je n'avais plus à me retrouver entre 2 personnes. Quand tu es un courtier vendeur, tu te fais engager, tu es mandaté pour vendre la maison le plus haut possible, défendre les intérêts du vendeur, obtenir ses conditions, ses dates de déménagement, ses inclusions. L'acheteur là, que tu viens faire visiter, il veut la maison pour le plus bas possible. Il va vouloir avoir ses dates qui vont aller avec son déménagement à lui. Il va vouloir acheter des inclusions de plus. Tu peux pas rien. Est-ce que tu es vraiment en train de négocier pour le vendeur quand tu es en train de visiter avec l'acheteur qui veut tout le contraire? Il y avait tout le temps quelqu'un arrivé chez le notaire qui sentait que la couverte avait tiré plus d'un bord que de l'autre. C'était pas une position dans laquelle moi, j'étais confortable. Et quand je me suis mis à déléguer les acheteurs que j'avais, c'est comme ça un peu que j'ai vu que le modèle d'équipe était beaucoup plus performant. Puis les gens étaient plus encadrés, chacun de leur côté. Tout le monde arrivait chez le notaire content. Ça faisait des plus belles transactions. Penses-tu qu'on peut être honnête en représentant les 2 parties? Honnête, oui. Transparent, oui. Négociatrice, pas tant. Tu dois être transparent, tu dois donner un service équitable aux 2. Tu es au milieu. Faites la meilleure offre que vous pouvez. On ne peut pas divulguer d'informations confidentielles sur le vendeur. Puis au vendeur, par la suite, tu amènes une offre qui est super basse. Puis là, désolé, on peut faire une contre-offre. Tu n'es pas en train... Il faut que tu représentes les 2. Ça ne marche pas. Ouais, ça ne marche pas. Puis on est content que là, ça n'existe pas. Ça a été aboli. Maintenant, pour ceux qui se demandent encore, ils comprennent pas un peu la loi. Comment que ça fonctionne en ce moment si quelqu'un veut représenter l'acheteur et le vendeur? C'est quoi les zones? C'est un gros sujet de conversation, ça. Dans le fond, depuis le 15 juin l'année dernière, on ne peut pas représenter les 2 parties. Donc, tu peux pas avoir un CCV et un CCA avec les 2 parties. CCV, contrat de courtage-vente, CCA, contrat de courtage-achat. Yes. J'en comprends. Donc, si, exemple, que tu veux, tu as l'inscription, donc tu as un contrat de vente, puis tu as un client direct directement qui vient sur la propriété,
Tu ne peux pas le représenter, tu peux seulement l'accompagner. Donc, tu dois utiliser l'avis de traitement équitable, l'avis de divulgation, exemple de Remax, si tu es avec Remax, sinon celui de l'OASIC, peu importe l'agence avec laquelle que tu es. Mais les gens ne sont pas, en tant qu'acheteurs, ne sont pas obligés d'être représentés. Donc, il y en a qui décident aussi d'être représentés directement. Donc, ils choisissent l'avis de divulgation. Mais la divulgation, la seule chose, c'est que tu ne peux pas négocier avec le courtier inscripteur. Tu ne peux pas non plus aller à l'inspection. C'est bien ça, ouais. L'inspection, tu ne peux pas non plus aller. Tu peux même pas montrer des comparables vendus à l'acheteur. Si l'acheteur n'est pas représenté, tu n'es pas censé faire aucune action de courtage pour le client. Et je vois que certains courtiers, qu'est-ce qu'ils font s'ils ont une équipe? Lorsqu'il y a quelqu'un qui n'est pas représenté, ils vont simplement donner un courtier, un membre de son équipe. Ça, c'est quelque chose qui est possible, légal de faire, n'est-ce pas? Oui, comme nous, dans notre cas ici, disons que je suis mandatée pour la vente d'une propriété. Bon, les acheteurs qui vont nous communiquer qui n'ont pas de courtier qui les représente, ça va arriver 10 % du temps. 90 % du temps, il va déjà avoir un autre courtier dans la transaction. Mais le 10 % du temps où les gens nous communiquent qui n'ont pas de courtier, on va les distribuer, dans mon cas, c'est à tour de rôle, au courtier qui s'occupe des acheteurs dans l'équipe. À partir de là, le courtier acheteur va prendre en charge l'acheteur, vérifier qu'il est préapprouvé. Il n'y a pas de visite si la personne n'est pas préapprouvée. C'est la base. On veut des préqualifications. Et à partir de là... Tu ne travailles pas non plus avec un courtier immobilier? Non, c'est ça. Mais 10 % du temps, ils n'ont pas de courtier qui les représente. Exact. Puis c'est à partir de là que le courtier va leur demander est-ce que vous voulez que je vous représente ou vous voulez simplement que je vous donne un service équitable ou je vous divulgue comme quoi que je travaille pour le vendeur. Et là, il y a des documents qui sont signés. Il y a même des MO interagences maintenant qu'on dit. Donc, si jamais, exemple, Tristan fait une offre d'achat sur une propriété de Alain Brunel, qui est de notre bureau, bon, bien, il va falloir qu'il fasse signer un document supplémentaire au client pour dire que la propriété qui est en vente avec un courtier de la même agence que lui. On est 200 courtiers à l'agence. Fait qu'il y a beaucoup de documents qui se rajoutent, puis dans le but d'encadrer le plus possible et d'être très transparent avec les acheteurs maintenant. Et de protéger le client, selon vous, j'imagine que ce que tu viens de me dire, c'est que tu es en faveur de cette règle du changement. Puisque... De ne pas avoir... Oui. Ouais. Moi, je n'irais pas représenter des acheteurs sur la même transaction, je représente des vendeurs. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Je pense que c'est juste au Québec, c'est la dernière province, si je ne me trompe pas, où c'était encore possible de le faire. Donc, c'est juste une question de temps que ça arrive ici au Québec. Tu frottes ton micro avec ta chemise. Ah ouais? OK. C'est correct maintenant? OK. Parlons de développement du réseau, parce que tu as commencé à l'âge de 22, puis boum, tu as explosé rapidement. Tu vois, comme c'est... Même il y a 3-4 ans, quand je t'ai contacté la première fois, tu avais 5-6 ans dans le domaine, puis tu avais déjà un bon succès. Les gens t'approchaient déjà en partant pour faire des podcasts et tout. Donc, c'est quoi qui a fait en sorte que rapidement, tu as pris de la place puis tu as commencé à avoir des clients? Est-ce qu'il y a une chose clé? Est-ce que tu es venu avec un grand réseau quand tu es rentré dans le courtage? Non, quand j'ai commencé dans le courtage, si on prend juste le Instagram, par exemple, mon Dieu, j'avais 22 ans. Je devais avoir 4000 personnes sur le compte, là. Quand même. Okay, ben, c'est pas si pire. Pas si pire. Pas si pire. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'en ai presque 30 000. C'est vraiment pas quelque chose qui se fait en claquement des doigts. Puis, tu mentionnes rapidement, mais c'est pas si rapide que ça quand on regarde que ça fait 10 ans de temps qu'à tous les jours, je m'assure de publier le matin, de publier le soir, de répondre aux messages qui sont reçus. C'est complètement une entreprise à part, là. C'est une business. J'ai toujours vu les réseaux sociaux comme étant un outil marketing, un outil de travail. C'est pas quelque chose qui est pour le plaisir pour moi. Je vais quand même laisser une vitrine sur ma vie personnelle parce qu'à un moment donné, de voir juste des maisons en vente, c'est plate à suivre un peu, là. Faut vraiment juste... On peut aller sur Centris aussi. Fait que c'est mes réseaux sociaux quand même. J'ai des événements, j'ai des amis, j'ai une famille. Fait que des fois, je vais laisser une petite vitrine, mais toujours de façon équilibrée. Fait que il va y avoir la portion. Je sais qu'il y a des pages qui sont ultra commerciales, que c'est juste le travail. Dans mon cas à moi, ben, c'est ma façon de faire, c'est d'avoir un certain équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle sur les réseaux sociaux. Puis je pense que les gens aiment ça. Quand je rencontre des clients, ils sont contents de me dire ta fille Rose, comment qu'elle va? Puis ils ont un petit sentiment d'appartenance déjà qui me connaissent à cause que justement, je leur permets de me voir à travers les réseaux sociaux déjà. Et comment tu as eu 4000 followers avant même de commencer dans le courtage?
Là, j'étais dans la restauration avant. Ah, OK. Fallait que je fasse des guest lists. Je vois. Fallait que j'avance des clients. Je vois. Tu sais, déjà là, j'étais un peu là-dedans. Tu étais déjà comme connu dans ta communauté. Il y a du monde qui connaissait, qui te suivait pour entrer dans la guest list. Tu sais, drôlement, c'était pas vraiment une communauté. C'était les gens de la restauration qui sortaient. Les gens des bars et tout ça. Donc, j'ai pas eu de clients suite à ça. Là. Ce 4000-là, personnes qui suivaient peut-être dans le temps où je devais justement faire des événements, de la publicité, amener des guest lists. C'est pas du monde qui ont fait affaire avec moi dans l'immobilier par la suite. C'est une étiquette qui est très difficile à enlever à une fille ou même à un garçon là, qui travaille comme barmaid, qui travaille comme barman, de dire, OK, là, cette fille-là ne fait plus de cosmopolitain. Elle vend des maisons. Est-ce que je l'appelle? Mais non, elle faisait mon cosmopolitain il y a 1 an. Je n'irai pas vendre ma maison avec elle. Non, mais c'est vrai. Ça a été très difficile d'enlever cette étiquette-là. Puis pourtant, même le temps où j'étais dans la restauration, j'ai toujours été aux études en même temps. J'ai toujours été très sérieuse comme personne. Mais c'était pas... Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sortent de la restauration, des bars et tout ça, ils ont une certaine facilité dans le courtage. C'est l'école de la vie, la restauration. Hein. C'est l'école de la vie. Hey, ben non, t'apprends tout. T'apprends le service à la clientèle, t'apprends la gestion des émotions. T'sais, j'ai toujours dit aux gens, quand tu rentres chez quelqu'un, tu rentres dans son intimité, il faut que tu sois, pas un psychologue, mais tu sois capable de lire à travers la personne là, comment qu'elle est tout de suite. C'est-tu un analytique? C'est-tu une fille émotionnelle? C'est-tu un gars qui est très émotif, là, qui va embarquer des émotions? Ou c'est quelqu'un de... Mais ça, la restauration, tu le sais tout de suite. Là. Quand tu approches quelqu'un, tu prends une commande, tu l'analyses, parce que ton approche avec quelqu'un qui est du type analytique versus le type émotionnel n'est pas le même. Il faut que tu sois caméléon. Puis pourtant, on n'apprend pas nécessairement. Est-ce qu'on apprend ça dans la restauration, des trainings sur comment... je pense que ça s'apprend par l'expérience. Ouais. Okay. Et puis toi, Tristan, c'est quoi que tu faisais avant le courtage? Pourquoi le courtage? J'ai arrêté l'école en 2016. J'ai pas de diplôme d'études secondaires non plus. Je suis pas allé au cégep, je suis pas allé à l'université. J'ai rentré sur le marché du travail à 16 ans. J'ai commencé pour le groupe Aldo. J'ai monté les échelons. J'ai été nommé comme le gérant le plus jeune qu'ils ont eu. Je pense que j'avais 17 ans pour Spring. Après ça, j'ai passé de Spring à Aldo. Après, je suis parti en vacances pendant comme 2 semaines. Je suis revenu, j'ai dit, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Donc, j'ai rencontré une entreprise immobilière. J'ai tombé en gestion immobilière pendant comme 2 ans. Après ça, j'ai jamais passé au courtage parce que vu que j'avais pas comme de cégep ou de diplôme d'études secondaires. Par la suite, j'ai tombé en directeur marketing. Ouais, directeur marketing pour Rona. Fait que dans le fond, Rona avait des sous-magasins. Donc, pas les magasins corporatifs, mais les petits magasins. Donc, je devais apporter un minimum de ventes web. Donc, X montant pour le mois devait être pour comme le web. Par la suite, un copropriétaire était comme courtier immobilier. Puis il me dit, tu as le profil parfait pour être courtier, tu as déjà pensé? J'ai dit, pas du tout. Puis par la suite de ça, il me dit, va rencontrer l'école, puis tu me reviens. Je suis revenu, puis... Attends. Il t'a dit, tu me reviendras, voulais-tu que tu rentres en équipe avec lui? Oui, c'est exactement ça. Il m'a jamais dit ça. Puis puisque je veux faire une petite remarque, c'est que ça demande pas un secondaire 5 pour faire le courtage. Oui, exactement, mais j'ai jamais fait cette recherche-là. Ah. J'ai jamais fait la recherche de savoir si ça prenait un secondaire 5 pour faire... J'ai jamais pensé à m'en aller, dans le fond, en courtage. Puis ce n'est pas nécessaire, en fait. C'est ça que je comprends. On me l'a demandé, moi. Oui, tu as besoin d'un secondaire 5. Oui. Comment t'as... La gestion immobilière. Ah, OK. Donc, ton expérience, en fait. Ouais, donc, c'est soit tu as l'expérience ou tu as le secondaire. Exactement. Okay. Fait qu'ils ont pris pour acquis, dans le fond, la gestion immobilière comme expérience. Je vais voir. J'ai commencé, exemple, avec juste gestion de crédit. Donc, cours de maths. Pour voir où est-ce que j'en étais, vu que ça faisait comme déjà 3-4 ans que j'étais plus à l'école. Ça a fonctionné. Fait que pendant comme 8 mois de temps, j'ai fait le cours. Ouais. Nice. Ouais. Puis, tu dis, pour revenir à Sarah, les 4000 personnes, tu as vraiment travaillé, en fait. C'est ça que je comprends. C'est que t'es venu avec ces 4000 personnes de réseau, mais c'est c'est uniquement ça qui a fait en sorte que tout de suite, tu as commencé à avoir le réseau? En fait, moi, quand j'ai commencé, là, on parle dans l'immobilier. On parle de l'immobilier, oui. Bon, je suis rentrée chez Sutton à l'époque. Ouais. C'était Sutton Synergie à Terrebonne. Je salue Mathieu, que j'ai vu, et Louise Dubé. Donc, je suis rentrée là, puis Louise était la personne qui s'occupait des nouveaux courtiers. Donc, c'était la coach, je veux pas. J'ai fait plusieurs rencontres avec elle. Elle me disait, bon, ben, essaie de faire les cold calls, essaie d'aller faire des expirés, cogner aux portes.
Toutes ces choses-là, je suis incapable de le faire. Incapable. Prendre un téléphone, appeler quelqu'un pour le solliciter, je ne suis pas capable. Mes mains shakaient comme ça, là. J'ai mal au cœur. Puis, écoute, non, je te dis. Encore aujourd'hui? Ah, ben oui, non, tu ne verras jamais appeler quelqu'un pour le solliciter. J'adore ce que tu dis ici. Moi, c'est le contraire. Je dis là, dans la vie, là, je ne veux pas faire ça, mais je veux faire du courtage. Fait que comment je peux faire en sorte que ça fonctionne si je ne veux pas solliciter? Je dis, bon, ben, il faut que je m'arrange pour que les gens communiquent avec moi à la place. Au lieu que moi, je communique avec eux, eux vont communiquer avec moi. Comment on fait ça? On va essayer d'attirer justement le client à soi au lieu d'aller vers le client. J'aime pas imposer à quelqu'un, puis quelqu'un qui m'appelle sur mon téléphone pour me solliciter, même quand on avait des téléphones à la maison, là, puis c'était des annonces, et non, il n'y a rien de pire que ça pour moi. On fait pas aux autres ce qu'on veut pas se faire faire. Fait que là, j'ai dit ça à Louise. J'ai dit, Louise, ça ne marche pas. Ça fait 2 semaines. J'essaie d'aller aux portes. Finalement, je pars en courant. Je débarque pas de mon auto. Les téléphones, je compose un numéro, je raccroche tout de suite. Je veux pas parler à personne. Elle me dit, bon, ben, qu'est-ce que tu as à travailler, ton réseau personnel? Je dis, ben, j'ai mon Facebook, là. J'ai peut-être une couple d'amis sur Facebook. Elle dit, travaille ta communauté sur les réseaux sociaux. Et il y a 10 ans, il n'y avait pas personne qui le faisait dans le courtage immobilier. De voir un flyer passer de vendu ou de nouveautés, il n'y en avait pas. Donc, ça a parti comme ça. Je me suis dit, ben, on va le travailler, mon Facebook, on va le travailler, les réseaux sociaux. Puis ça l'a débouché à, je ne les ai jamais lâchés. Depuis jour 1 à tous les jours, je suis vraiment content que tu dises ça. C'est-à-dire que habituellement, la majorité des courtiers, quand ils commencent, c'est des appels à froid, la prospection, porte-à-porte. Toi, tu n'as pas voulu faire ça. En fait, tu n'aimes pas faire ça. Je suis pas capable. Puis toi, tu voulais... Je déteste ça. Et donc, tu as changé un peu la donne. Tu as dit, you know what, je veux que les gens approchent. C'était quoi Toutes les approches sont bonnes. Toutes les approches sont bonnes, oui. Right? Il y a plusieurs méthodes. C'est ça que j'adore du courtage. Autant le courtage immobilier que le courtage hypothécaire, on a tellement de façons d'aller chercher la clientèle. Et c'est une des raisons pourquoi, après autant d'épisodes, je suis encore relevant, c'est-à-dire que les gens écoutent, parce qu'il y a tout le temps différents modèles d'affaires qu'on peut apprendre, qu'on peut regarder comment ils fonctionnent. Donc, comment tu as fait en sorte que tu as continué à nourrir? Donc, évidemment, quand tu as commencé, tu n'avais pas nécessairement beaucoup de listings. Probablement. Donc, c'est-tu des vidéos que tu faisais dans le temps, qui est maintenant quelque chose de populaire? Est-ce que tu faisais des lives? Est-ce que tu faisais des choses? Qu'est-ce que tu faisais exactement pour nourrir cette communauté? Je montrais que je travaillais. Tu montrais que tu travaillais. Les gens vont vouloir m'appeler s'ils voient que je travaille pour vrai. Parce qu'on dirait que dans la profession, des fois, le public pense qu'on ne travaille pas. C'est vrai. Il pense que le courtier est à la maison sur son sofa en pyjama toute la journée puis qu'il est juste sur son téléphone, mais c'est pas ça du tout. Je vais laisser une vitrine aux gens sur les réseaux pour qu'ils voient qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour eux. J'en ai pas de contrat parfait, alors qu'est-ce que je vais faire? J'étais allée voir tous les courtiers immobiliers de mon bureau à l'époque. Je veux faire vos visites libres. Je voulais faire leurs visites libres parce que je voulais être occupée. Fait que là, je faisais des publications pendant que je faisais mes visites libres. Tous les dimanches pendant 2 ans, de 2 à 4 heures, j'allais faire des visites libres. Est-ce que ça fonctionne? Personnellement, je ne crois pas. Mais ça m'a permis d'être sur le terrain, de rencontrer des gens. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour toi? Je ne suis pas une fanatique des visites libres. Et je m'explique. On a tellement des technologies avancées aujourd'hui qui nous permettent très bien de voir les propriétés sur l'écran. On n'a pas nécessairement besoin de se rendre sur place un dimanche après-midi entre 2h et 4h parce qu'on n'a rien à faire. Si on est vraiment sérieux, on va prendre le téléphone et on va prendre un rendez-vous. C'est la façon que je le vois. De faire une visite libre où on ouvre la porte aux gens qu'on ne sait pas c'est qui. Je laisse rentrer n'importe qui dans la maison. Je ne sais pas c'est qui la personne. Je ne sais pas si elle passe à la banque pour 10 000 ou pour 10 millions. On n'a aucune idée qui est la personne et elle rentre dans la propriété privée d'une personne. C'est un concept pour moi qui ne fonctionne pas. Les caravanes de courtiers, c'est différent. Quand on invite justement tous les courtiers du secteur à venir visiter une propriété pour voir si eux, ils ont des clients acheteurs potentiels pour la propriété, c'est différent. On a des professionnels, des gens qui ont des assurances responsabilités sur place, des gens qui ont peut-être des clients, puis 90% du temps, il y a un autre courtier dans la transaction. Ça me convient. C'est quoi le pourcentage des gens qui bookent des rendez-vous pour des visites libres et des gens qui rentrent? Ça va dépendre de la maison où elle est, la localisation. Parce que si tu es dans un secteur très prisé où il y a plein de demandes, il y a plein de voisins très, très proches, ça se peut très bien que tu aies bien des voisins qui viennent dans ta maison, dans la visite libre, bien des fouineux. Fait que ça peut paraître super productif. Là. Il y a plein de monde dans la maison, mais il n'y a rien de sérieux. Quand tu vas faire une visite dans le nord, où tu es à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, au milieu d'une forêt, ben c'est bien souvent, il n'y en a même pas un qui se déplace pour aller faire une visite libre. Là. C'est trop loin. Je vois.
Je pense que ça pourrait changer bientôt. Il y a tellement de changements. Et savez-vous que maintenant... Le marché est plus ralenti. Ouais. Fait qu'on dirait que l'option de dire au client, parfait, je vais vous organiser une visite libre. C'est quelque chose qu'on veut essayer de faire, venir mousser la propriété, faire des annonces, lancer les gens du secteur. Qu'est-ce que tu penses des visites virtuelles? Est-ce que c'est en demande de plus en plus, les visites en forme 3D là, que certains courtiers mettent en place sur les propriétés? Ça ou une vidéo. Une vidéo. Ouais. C'est juste de pouvoir se déplacer dans la propriété, voir quelle pièce est à côté de quelle pièce. C'est ça le but du vidéo. Là. C'est pas juste de voir une photo, c'est le salon. Donc, dans la vidéo, on voit que l'entrée est là, on voit que les escaliers sont là. La visite virtuelle, c'est exactement ça, en fait. Là. Fait que, oui, ça, je suis d'accord que ça fonctionne. Ça fonctionne. Puis, est-ce qu'on fait... La majorité des courtiers, ils font-tu nécessairement tout le temps les vidéos et Ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est dispendieux. C'est pas tout le monde. Combien ça coûte? Ça coûte très cher, là, faire des vidéos. Vidéo, oui, mais le truc virtuel, là. Le truc virtuel, je sais qu'il y a certains photographes qui utilisent des forfaits OK. pour faire, mettons, visite virtuelle. Ouais. C'était beaucoup utile pendant la pandémie qu'on pouvait pas se déplacer sur les propriétés. Je pourrais te dire, exemple, avec, mettons, la séance photo, exemple, tu avais comme un condo qui c'était, mettons, 25 photos environ, plus la visite virtuelle. Ça pouvait être, exemple, un 250 il y a 2 ans. Aujourd'hui, ça a-tu augmenté? On n'utilise pas... Probablement, tout a augmenté. Oui, tout a augmenté. Mais nous, on n'utilise pas la visite virtuelle. Mettons, c'est pas sur chaque propriété qu'on va faire des vidéos. Puis les vidéos par la suite sont sur les réseaux à Sarah, bien sûr, mais sont aussi par la suite sur les fiches centristes. Donc les gens vont l'avoir aussi à cet endroit-là comme une visite virtuelle. Je me suis toujours demandé à Sarah, je me suis toujours demandé dans tes vidéos, est-ce que je vois que tu mets beaucoup d'attention, puis j'ai vraiment adoré la dernière où tu t'appuies un bouton, une télécommande, puis là, l'auto, il descend et tout. 144, chemin du tour de la Oh, wow! à Saint-Agathe-des-Monts. Puis j'ai remarqué que dernièrement, toutes tes vidéos sont remarquables. Il y a tout un touch sur toutes tes vidéos. J'essaie de les personnaliser en fonction de la propriété. Fait que dépendamment quel est le produit, je me dis la maison doit être poussée à travers l'écran sur qu'est-ce qu'elle dégage en vrai. Si on prend par exemple, on en a fait une récemment à Prévost, puis quand j'ai été rentrée dans la maison, je me dis oh mon Dieu, l'énergie, la chaleur, c'est 3 fois par jour, là, un style très épuré, mais en même temps chaleureux. Je dis bon, OK, on va faire quelque chose de très doux, on va faire quelque chose où je suis dans les feuilles d'automne, puis on met un petit peu d'émotion. Parce que c'est ça qu'il faut, à travers l'écran, quand on voit juste des photos, des fois, on n'a pas l'émotion de la propriété. Je crois, j'ai l'air spirituelle, là. je crois à l'énergie. Mais quand on regarde justement la propriété de Saint-Agathe-des-Monts, où je suis là avec ma petite manette, l'auto descend, bien, c'est parce qu'elle a ça à offrir, la propriété. Le condo a ça à offrir. Il faut le montrer. Mais encore là, il y a certaines personnes qui n'ont pas cette créativité pour mettre ça sur l'écran. As-tu une équipe qui t'aide ou ça vient de toi, tout de toi? Donc, il se passe beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses. 100% d'elle. 100% d'elle. Ouais. Wow. Elle peut, mettons, le tournage peut être, exemple, demain matin, elle va rêver aux vidéos. Non, pour vrai. Elle va rêver à qu'est-ce qui va se passer. Là, je suis en train de... Des fois, je me couche, je suis comme, j'ai pas d'idée, ça va se passer cette nuit. Cette nuit, puis le lendemain matin, elle arrive, puis comme, paf, 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 c'est ça le plan, puis elle fait ça. Je vais demander à la vidéaste, là, je suis un petit peu contrôlante. J'arrive, puis j'ai un film dans ma tête, puis là, j'essaie d'exprimer mon film. Fait que là, c'est important que la vidéaste comprenne c'est quoi le film, sinon le résultat, il sera pas bon. Mm-hmm. Puis justement, là, je travaille beaucoup avec Alexa, puis elle me dit, j'aime ça, travailler avec toi, tu sais exactement ce qu'il faut. Je dis, oui, mais une chance que t'es bonne. Parce que même si je dis ce que je veux, des fois, le résultat, c'est pas ça. Puis à date, là, notre équipe est fantastique. J'ai quelque chose en tête, elle me le met. Je dis, OK, là, je veux avoir un tournant comme ça, tu vas descendre comme ça, je veux avoir un... Je disparais ou... Bon, puis elle fait tout. C'est fantastique d'avoir quelqu'un... on est chanceux, on a une bonne équipe à ce niveau-là. Et après avoir posté la vidéo, avec ses touches personnalisées, quand même exceptionnelles comme vidéo que tu fais à chaque fois, c'est quoi le retour sur ton investissement? Est-ce que tu vois que les gens, ils viennent uniquement de ces vidéos? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de vidéos? Il y a beaucoup de gens qui vont m'appeler parce qu'ils vont avoir vu des vidéos, ils vont avoir après ça... Et c'est pas juste parce qu'ils ont vu une vidéo qu'ils vont m'appeler. Les gens vont aller faire leur devoir. Ils ont vu une vidéo passer, ils vont aller voir qui on est, ils vont aller voir le site de l'équipe, ils vont aller voir les Google, les avis Google. Fait que la vidéo va amener à découler sur d'autres choses qui va permettre au client de dire « OK, j'aime ce qu'elle a fait. » Puis en plus de ça, ben, c'est une des équipes les plus performantes de la province. Ils sont une grosse équipe structurée. Ils ont 170 listings en ce moment. C'est des gens d'expérience. Puis là, ils vont m'appeler. Les gens Présentement, tu as 160 listings?
Avec Philippe, on a 170. 171. Ouais. Ouais, 171. Ouais, moi, personnellement, j'étais à 66. Wow, j'ai beaucoup de listings. Comment tu fais pour manager tout ça? Évidemment, l'équipe t'aide. C'est une équipe. Ouais. Jamais quelqu'un peut faire ça tout seul puis donner un bon service. Il faut que tu sois une équipe. Excuse-moi, vas-y. Il faut que quelqu'un s'occupe du palier administratif, du suivi client. Il faut avoir justement les gens qui vont s'occuper des acheteurs parce que tu ne peux pas faire tout en même temps. Fait que, au niveau des adjointes, c'est les plus importantes. Là. Ouais. Je le présente toujours comme ça. Quand je rencontre un client, les plus importantes de l'équipe, c'est pas moi. C'est les adjointes, la directrice d'équipe. C'est eux la base de la pyramide. Après ça, nous, on run the show, mais c'est une chance qu'ils sont là. Eux. Comment ça fonctionne quand tu as autant de listings? C'est quoi ton rôle exactement après avoir mis la propriété à vendre versus toutes les communications, comme quand le client te pose une question, quand il y a une réduction de prix? Est-ce que comme ça doit passer par certains adjoints avant de se rendre à toi? Comment ça fonctionne? Je suis toujours disponible pour le client vendeur. Ouais. Quand je rencontre mes clients, je suis disponible justement pour vous. Il y a le palier administratif, il va y avoir les courtiers qui vont s'occuper de vos acheteurs potentiels. Moi, je m'occupe de vous. Je m'occupe de la mise en marché, je vais m'occuper du marketing autour de la propriété, je vais m'occuper de la sollicitation au réseau. Donc, s'il y a un courtier dans le secteur qui a un client et qui veut me parler, c'est pas les adjointes qui vont rappeler le courtier, ça va être moi, parce que ça va toucher au processus transactionnel. Le but de ma présence, c'est justement de pouvoir travailler avec les autres courtiers pour amener une offre d'achat sur la table aux vendeurs. Et ça, c'est tout moi qui va s'en occuper. La présentation des offres et les négociations, c'est moi avec mes vendeurs qui s'en occupe. Donc, tantôt, je disais, j'étais quelqu'un qui est très sur le terrain. Je ne suis pas un coach qui monte sur le stage puis qui dit aux autres courtiers comment faire. Je suis sur le terrain avec les clients. Puis, mais je ne pourrais pas faire ça s'il fallait que je m'occupe des acheteurs, s'il fallait que je m'occupe de l'administration, que je m'occupe, mon Dieu, de la gestion des dossiers IMAX. Tu n'y arriverais pas. Ah non, impossible. Fait que c'est un tout. Sans mon équipe, Sarah, Christine n'existe pas. Puis toi, Tristan, qu'est-ce que tu fais exactement au sein de l'équipe de Sarah? Au sein de l'équipe de Sarah? Moi, je suis un courtier immobilier comme les autres filles dans l'équipe. Mais je te dirais que je travaille autant avec les acheteurs qu'avec les vendeurs. Mm-hmm. Ouais, je suis comme... Dernièrement, je travaille beaucoup plus avec les vendeurs, je te dirais, qu'avec les acheteurs. Mais je suis quand même équilibré. Et toi, Sarah, je jongle un peu. Comment tu fais pour te donner de la business au courtier? Est-ce que c'est par ordre, par performance? C'est comment que tu te dis, OK, ça va à Tristan. Là, cette fois-ci, ça va à une autre personne. Oui, c'est une bonne question parce que les modèles d'équipe, des fois, c'est par territoire. D'autres vont être par la performance. Donc, lui, il a performé dans le mois passé, je vais lui donner un autre client. De notre côté, on y va à tour de rôle. Donc, ça veut dire que quand un acheteur rentre, c'est une personne sur une propriété qui a une offre acceptée versus une propriété qui n'a pas encore d'offre acceptée, on a 2 tours de rôle qui se suivent. Fait que tout le monde de l'équipe a des clients de façon équitable. C'est sûr et certain que si je vois un courtier qui traîne de la patte dans l'équipe, quelqu'un qui ne donne pas un bon service, si j'ai un retour négatif, malheureusement, la personne ne se verra pas attribuer son tour de rôle. On va sauter au prochain jusqu'à temps que la personne soit capable de donner un bon service. Donc, on est quand même juste. Tu sais, l'autre fois, quand j'ai dit à quelle heure que je voulais vous avoir, j'ai dit 7h, 8h le matin, puis là, ça m'a dit, oublie ça, Sarah, elle a beaucoup de choses, elle doit porter son enfant. Elle a une routine le matin. Elle a une routine le matin. Mère de combien d'enfants? 2 enfants. Oui. 6 jeunes en plus, tu as seulement 32 ans. Je peux te dire l'âge? J'ai 31, pourquoi tu me vieillis, là? Je vais 32 dans 2 semaines. Oh, en fin novembre? Décembre, OK. Ouais. Moi, c'est demain, en fait. Ah, bonne fin merci. Yes, il va y avoir 30 ans. Non, c'est ça. Quand il me dit 7 heures, j'étais comme, ben non. Moi, ma plus vieille, elle prend l'autobus à 8h10. À 8h10, j'étais au coin de la rue avec mon autre bébé de 2 ans. Puis quand l'autobus a passé, je prends mon bébé, je le mets dans l'auto, puis on s'en va à la garderie. Puis après ça, il est 8h30, puis je suis sur la route, puis là, je peux faire ce que je veux. Mais avant ça, c'est le temps de mes bébés. C'est ça que je voulais savoir. Donc, tu as quand même une routine assez pareil, pas mal tous les jours. Mm-hmm. Donc, mère, entrepreneuse, chef d'équipe, 66 listings et centaines en équipe. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, tu sais, des fois, nous les hommes, c'est pas la même chose d'être une mère et un père, je trouve. Je suis pas encore père, mais c'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose quand on est une mère. Alors, ça ressemble à quoi tes journées quand tu as des enfants? Est-ce que ça change beaucoup ou c'est toujours pas mal la même chose?
Il n'y a rien de pareil parce que, je veux dire, à tous les jours, les journées sont différentes. Ouais. Mais ce qui est pareil, c'est la routine matinale Ouais. où je vais lever les enfants, on déjeune, on s'habille, on brosse nos dents, on fait nos cheveux, on s'en va à l'autobus, bonne journée, je t'aime, on s'en va à la garderie. OK, 8h30, je suis dans l'auto, puis je l'appelle déjà, puis je suis comme, OK, là, go, la journée, elle start. Puis là, je donne un gros sprint. Puis je veux dire, c'est pas plus de travail que de pas avoir d'enfants, c'est plus d'organisation, je dirais. Faut faire attention. Des fois, les gens ils se donnent des limitations personnelles, puis c'est comme, OK, non, parce que j'ai un enfant, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas faire ça. Tout se fait. C'est une question d'organisation, de discipline. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas d'enfant va peut-être plus dormir. Il va peut-être avoir une couple d'heures de plus de sommeil, mais sinon, c'est la même chose. Puis c'est la même chose aussi, une maman à la maison. Là. Une maman à la maison qui a 2 ou 3 ou 4 enfants, bien, tu sais, moi, il n'y a pas de version qui est mieux. Tu peux être maman à la maison, puis tu vas travailler autant que moi, tu vas mettre autant d'énergie que moi, tu vas être aussi brûlé que moi le soir. C'est la même chose. Ça dépend juste où ton énergie va, puis où est ton organisation à travers tout ça. C'est pour ça que je dis, les gens qui, si tu as un enfant, tu veux pas travailler ou tu veux travailler temps partiel ou temps plein, tout se fait. Donc, pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, non, mais c'est possible fais-le. de faire. Tu veux le faire, fais-le, organise-toi pour le faire. Puis il n'y a pas de victime, là. C'est pas parce que j'ai des enfants puis je travaille temps plein que je suis une victime. Mais il y a certains sacrifices à faire. Right? Tu peux pas rester 9, 10 heures, 11 heures le soir à faire dans un 5 à 7, 1, 2, 3 fois par semaine. C'est des choses qu'on doit sacrifier, qu'on doit arrêter de faire, bien sûr. Exactement. Il y a les priorités aussi là, qui vont avoir une place. C'est sûr que ma priorité va toujours être mes bébés. Là. C'est sûr qu'il y a des semaines où il y a des énormes semaines, des fois, que là, je vais dire à mon adjointe le jeudi soir, j'ai pas vu mes enfants de la semaine. Là. Je suis pas rentrée à la maison avant 8 heures à tous les soirs. Mon bébé se couche à 7. Fait que là, naturellement, OK, appelle-moi pas à partir de 4 heures vendredi, je veux passer du temps avec mon enfant. Puis, c'est sûr qu'il y a ça qui va être plus difficile de mon côté. Mais les moments que je vais avoir avec eux, je vais être 100% là. Tellement contente d'être là. T'sais, moi, le courir à la maison après mon travail pour aller donner le bain, je suis contente. Je suis pas la maman qui a passé toute la journée avec l'enfant, là, puis qui là, est tannée, elle arrive de donner le bain, elle est vidée, puis elle est tannée. Moi, au contraire, là, je cours pour revenir. Là. Puis j'ai hâte d'aller leur donner leur bain, puis d'aller coucher, lire l'histoire. C'est le fun pour moi, c'est mes moments de plaisir. Et les fins de semaine, ça se passe comment? J'imagine qu'il y a des visites libres, il y a quand même l'immobilier qui se passe. Oui, mais c'est pour ça que ça fait aussi 10 ans que je suis dans le domaine, puis que j'ai une équipe pour être sur le terrain aussi. Puis les fins de semaine, je suis capable de travailler avec mon téléphone. Toujours, un courtier, c'est 100% disponible, 7 jours sur 7, 24 sur 24, mais les fins de semaine, dans le plus possible, je veux être physiquement avec mes enfants. Et toi, Tristan, as-tu des enfants? Ça fait pas 10 ans qu'il est encore là-dedans. Là. À 31 ans, je suis loin de Sarah. Là. Moi, j'ai 24 ans, mais moi, ma routine, je me lève le matin, puis je commence l'immobilier. Commence l'immobilier. Tellement plus simple! tellement. Wow. Jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Comme tu sais, je vais au gym. Sinon, en tant que tel, je fais aussi comme mon cours en commercial pour faire aussi comme l'immobilier en commercial. Donc, je suis comme dans tout ça aussi en ce moment. Puis la fin de semaine, puis la semaine, visite avec des acheteurs ou... Ouais. Comment que tu fais, Sarah, ou même Tristan maintenant, quand tu as des objectifs que tu atteins? Dernièrement, j'ai écouté dans un des podcasts que tu as gagné le prix Dynamite. Diamant. Dynamite. Bon, tu vois, je suis pas chez Remax. Right? Vous pouvez m'excuser. Diamant. Ça sonne bien quand même, Dynamite. Oui, hein? Diamant. Right? Diamant. Ça veut dire quoi exactement, ce prix? Et pour ceux qui sont peut-être à l'extérieur de Remax. Et comment, des fois, il faut faire il faut se remercier, il faut faire des belles choses. Puis je pense que les entrepreneurs, c'est quelque chose qui sont dans leur routine. Mm-hmm. Est-ce que, bon, moi, par exemple, quand j'ai accompli quelque chose de vraiment grand, d'un gros projet, une grande transaction, ben, j'essaie de me gâter un peu. Alors ça, c'est ma façon de me remercier. Et des fois, on oublie, à force de juste continuer à travailler, pourquoi on le fait. Puis, c'est ma façon. Est-ce qu'il y a ta façon à toi? Y a-t-il des choses que tu fais de façon routinière quand tu as accompli quelque chose de aussi gros, là, parce que c'est quelque chose que tu voulais le faire depuis le début de ta carrière, en fait, diamant? Mais c'est sûr que le diamant, c'était pour moi un peu l'objectif à atteindre quand j'ai su que ça existait. Quand j'ai commencé chez Remax, il y avait tous les niveaux. Je suis comme, bon, ben je veux le plus haut. Fait que là, à l'époque, il n'y avait pas le Pinac. Le Pinac, maintenant, il a été rajouté depuis 2 ou 3 ans, puis c'est encore plus gros. Mais à l'époque, c'était le diamant. Et je me suis dit, bon, il faut que je me rende là.
On vise l'excellence, on vise le plus haut. Je veux être la meilleure possible dans tout ce que je fais. Donc, quand je l'ai atteint, j'étais très, très contente. C'était un objectif atteint. Mais par la suite, c'est un standard. T'sais, ça devient, je ne veux pas régresser, je veux juste rester à ce niveau-là au minimum. Puis, à part me dire bravo, tu l'as fait encore, je suis pas quelqu'un qui va se féliciter d'avoir atteint un certain chiffre ou un nombre de transactions. La vraie récompense pour moi, c'est quand je me couche puis je suis comme yes, je suis juste contente que le client est content. Quand on s'envoie des messages dans l'équipe, c'est juste ça. Quand nos clients nous donnent des petits témoignages comme qu'ils sont vraiment contents, ça vaut bien plus que le diamant. Là. C'est gratifiant. C'est de dire, mon Dieu, je me couche à soir, puis j'ai quelqu'un qui se couche dans sa maison, puis il est content, puis c'est un soulagement, puis il vit quelque chose de beau à cause de mon travail. Je me couche, puis bien plus que d'avoir le diamant ou quoi que ce soit. Là. Absolument. C'est sûr que tu as les valeurs à la bonne place. Sinon, sinon, on va te démotiver rapidement après avoir atteint ce genre d'objectifs si on n'aime pas ce qu'on fait, puis si on n'aime pas aider les clients, parce qu'à la base, on aide les clients à acheter leur propriété, à vendre leur propriété. Donc, c'est ça qui nous pousse. Ouais. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de courtiers restent avec autant de stress, autant de travail. Alors, je comprends. Puis c'est quoi ce prix exactement? C'est combien de transactions en nombre de volume? J'ai regardé une fois, puis j'ai comme... ça m'échappe. C'est des minimums de rétribution. Donc, quand tu arrives au diamant, ça va être un minimum de 1 million. OK. Pinax, c'est combien? 2 millions. 2 millions. Et Hall of Fame? Hall of Fame, c'est... Ça, c'est 1 million en carrière. 1 million en carrière? Oui, 1 million en carrière. Ouais. Donc, fait que si tu fais 200 000 par année pendant 5 ans, bien là, tu arrives tout ton Hall of Fame. Donc, toi, tu es déjà Hall of Fame. Si on devait donner un prix, tu es déjà Hall of Fame parce que tu as déjà atteint... Tu as déjà accompli le diamant. Puis, précédemment, tu es toujours... Quand est-ce que tu as accompli... quand est-ce que tu as eu ce prix? Là, si je l'ai cette année, les chiffres ne sont pas sortis. OK. Ça va être la 4e année. 4e année, wow! Ouais. Wow! Non-stop, hein? Ouais. T'as-tu un objectif, Tristan, pour toi? Ouais, moi, c'est le 100% or cette année. 100% or? Ouais. La première année, dans le fond, j'ai réussi mon objectif. J'ai eu comme le premier trophée, dans le fond, auprès de Remax. Puis cette année... Ouais, je m'enligne pour comme la troisième catégorie. C'est au mois de février qu'ils vont annoncer, n'est-ce pas? Qu'ils vont remettre les prix? Ouais, le gala, dans le fond, de Remax. Est-ce qu'on a déjà déterminé la date? La date, je pense, elle a été sortie. Je sais, cette année, c'est à Montréal. Montréal? Je pense que c'est la dernière année, ça se peut-tu? Je sais pas. Il me semble qu'il y a une histoire avec Remax que les rankings, là, ça suffisait. Là. Ah oui? Je pense que c'est le... non, c'est ça, c'est le top 100. Le top 100 mensuel n'existera plus. Ouais. Ça va être une fois par année au lieu d'à chaque mois. Parce qu'à chaque mois, en ce moment, là, on peut voir on est où dans la catégorie sur les courtiers. C'est une bonne source de motivation. Pourquoi ils veulent l'enlever? Y a-t-il une raison? Je pense qu'il y en a qui vont s'en servir comme motivation, mais il y en a qui vont le voir aussi comme négativement. Okay. Alors moi, je suis 5e aujourd'hui. J'aurais voulu être premier. Ou pour ceux qui sont juste pas dans le top 100, peut-être que... Exact. Je pourrais pas dire. Pas quelque chose. C'est intéressant. Mais ouais, pour nous, c'est une source de motivation, je te dirais. Ah oui, absolument. Ouais. C'est comme, c'est qu'est-ce qui nous fait challenger. Oui. Ben, toi, Sarah? Honnêtement, j'ai jamais regardé vraiment le... Je suis contente, là. Mais on le voit quand pour il l'équipe. Sort. Ouais. Pour l'équipe, je suis contente. Moi, personnellement, ça change absolument rien là, qu'on soit... On va jamais, mettons, le sortir puis le voir. On le voit directement de l'agence qui, exemple, le public sur les réseaux sociaux. On fait « on est top 10 ». C'est comme quand j'ai débuté dans le courtage, je me rappelais, tout le monde, t'es rendu à combien? T'es rendu à combien? Je sais pas, je check pas ça, là. Ouais. Je sais que j'ai une transaction en cours, puis le gars, il est vraiment content, mais je veux dire, combien je suis rendu, je sais pas. À force de faire ça, à force de faire le travail de façon bien et qu'on sert bien les clients, bien évidemment, le ranking va probablement monter, mais c'est pas ça qui nous pousse. Un peu comme ta situation, toi. Je suis fière de mon équipe, c'est ça l'affaire. Personnellement, ça me dérange pas, puis je le regarderai pas, mais à cause qu'on est une équipe, je trouve que c'est important de dire aux gens dans l'équipe, hey, parce que vous avez travaillé fort, parce qu'on se donne, on est là. T'sais, on est le 9, on est le 11, mais là, pousser un petit peu plus fort la note, il faut monter de 2 positions. Puis, en équipe, je trouve que oui, c'est une belle source de motivation de dire, tape-moi là dans la main. De se donner des félicitations, c'est important. Là. Absolument. Et mon podcast, Sarah, c'est de donner le maximum de conseils, maximum de trucs, astuces pour qu'un courtier puisse appliquer dans sa business, appliquer dans sa carrière. Alors, j'ai certaines questions sur ta manière
de travailler, votre façon de faire. Ta prospection a beaucoup évolué. Donc, j'imagine, parce que, tu sais, qu'est-ce que tu as fait au début, qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, ça doit avoir changé. Puisque tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, tu es axé plus sur les réseaux sociaux, de quelle façon elle a évolué? Est-ce que c'est pas mal la même chose, mais avec une caméra 4K maintenant? Ou il y a une nouvelle façon que tu fais les choses que tu ne faisais pas avant? Je pourrais pas parler nécessairement de porte-à-porte, parce que tu n'as jamais fait, mais plutôt des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des nouvelles manières pour toi de faire la prospection aujourd'hui? Les réseaux sociaux changent à tous les jours. Ça développe. Je dirais même que je suis en retard sur la nouvelle génération. Des fois, je dis, hey, comment on fait ça? Comment on fait ça? Je suis pas une fille hyper technologique. J'aime ça faire ce que je connais, mais il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je suis pas la meilleure pour donner des conseils. Même moi, je devrais appeler quelqu'un de plus poussé pour me dire, OK, comment je peux développer sur le TikTok? Comment je peux utiliser le LinkedIn? Comment je peux faire ci? Je suis dans mes pantoufles en ce moment, j'ai un réseau qui fonctionne, que je travaille énormément, mais je pourrais justement en faire plus. Ça, c'est dans les prochaines étapes. Là. Dans les prochaines étapes, des vidéos devant la caméra? C'est quelque chose que tu as envie de faire? Ouais, je pense que je te l'avais dit. Hein? Ben, oui. Écoute, j'ai même acheté un petit micro de podcast pour le bureau, puis j'ai dit à l'équipe, là, est-ce que vous allez vous en servir? Là? Je suis allée chez Gosselin, j'ai pris le micro, j'ai pris un beau ring light. Colin, il n'y a pas jamais personne qui a rien fait avec. Fait que je suis comme, faut juste le faire, c'est ça, hein, dans la vie. Ouais. On peut avoir plein d'idées, tant qu'on le fait pas, il se passe rien. Il se passe rien, ouais. Finalement, j'ai un ring light et un micro pour rien au bureau, que là, 2024, faut le faire. On le fait, là. Puis, je te recommande de le faire parce que tu as 30 000, tu dis 30 000 followers, des gens qui te suivent. Donc, ton réseau, comme le pouvoir de tes valeurs, de ce que tu vas partager, du moment que ça pogne, tu vas aller chercher énormément de visibilité et tu vas aussi aider beaucoup de personnes. Le nombre de personnes qui m'écrivent, disent aux gens merci pour toutes tes vidéos. Je te regarde depuis 3-4 ans. Avec toutes ces valeurs que tu m'as données, je suis prêt à acheter, je suis prêt à réhypothéquer, refinancer. Que tu fais. Ouais. C'est ça qui est le fun. Et que oui, je sais que les gens aiment beaucoup. Ouais. Puis je veux le faire. Il faut juste que je le mette dans mon horaire. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. OK, Ouais. OK, tu l'as dit devant la caméra. Pas le choix, je t'ai engagé. Ça s'en vient. Et puis toi, Tristan, est-ce que c'est quelque chose que... Évidemment, c'est comme à force de voir toute ton équipe le faire, Ouais. ça va motiver tout le monde de le faire. C'est quand l'énergie est là. Est-ce que toi aussi, tu as l'intention de faire des vidéos? Les vidéos, ben oui, tu sais, comme je suis souvent avec Sarah aussi pour des propriétés, pour les vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux. Tu sais, je crois aussi que les réseaux sociaux, c'est la clé. Ouais. C'est la clé du succès. Comme disait Sarah, elle est suivie par 30 000 personnes, ben elle a 30 000 personnes qui pourraient, exemple, acheter une propriété ou vendre une propriété dans les prochaines années. Absolument. Depuis que j'ai rejoint Sarah, je savais déjà les réseaux sociaux et comme était un next level. Puis avec Sarah, comme de pousser les réseaux sociaux, de faire comme tant de stories par jour, de tant de publications aussi par jour, je me fais contacter moi aussi maintenant sur les réseaux sociaux pour vendre une propriété ou acheter des propriétés. Un des meilleurs conseils que j'ai eu, j'ai regardé devant les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est de Gary Vee. Est-ce que vous connaissez Gary Vee? Il donne un conseil aux courtiers immobiliers. Il dit, guys, si vous êtes courtier immobilier, faites pas la même chose que beaucoup de personnes le font, c'est-à-dire qu'ils vont faire des vidéos, mais ils vont parler de tout et de rien. Étant donné que les courtiers immobiliers, c'est des gens qui travaillent pour des secteurs, ils travaillent dans un secteur spécifique ou plusieurs secteurs. Les courtiers immobiliers vont être influencés par des influenceurs qui font un peu qui vont parler d'une région qui n'a aucunement rapport avec qu'est-ce qu'ils veulent solliciter, ce qu'ils veulent avoir comme clientèle. Ils vont parler de motivation, de discipline et tout ça, quand les courtiers regardent, quand les clients regardent seulement pour connaître, quand ils regardent les courtiers pour connaître un secteur spécifiquement. Mm-hmm. Donc, au début, quand on commence, c'est de vraiment se focusser à devenir la mère de la ville. De la ville, c'est-à-dire interviewer des gens qui sont dans le même secteur. Donc, à force de faire ça, bien évidemment, vous allez chercher énormément de visibilité, puis tout le monde va connaître. Je trouvais que c'est vraiment intéressant comme conseil parce qu'il y a beaucoup de conseils. C'est sûr, si tu veux développer un secteur ferme, de faire cette chose-là, c'est la meilleure chose à faire. Tu veux avoir des gens qui vont te suivre dans une ville spécifique, donner des informations sur une ville spécifique, développer ta communauté. Ça, c'est créer son secteur ferme. Si tu veux travailler à plus grande échelle, tu peux aller un petit peu plus large.
Mais c'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Des fois, je vais voir des vidéos passer, ça va être un courtier immobilier, puis là, finalement, il parle de qu'est-ce qu'il a mangé pour déjeuner, puis il s'en va au gym, puis là, je me dis, mais voyons. Ouais. Pour moi, on reste des professionnels. Le but, c'est de donner et de défendre les intérêts de nos clients, donner des informations. Je me vois pas aller, moi, sur les réseaux sociaux et dire « j'ai mangé des Fruit Loops pour déjeuner ». Je sais pas qui ça l'intéresse, mais il était vraiment bon, là. Mais moi, je sais pas. Il y a certaines choses que je mettrais pas sur les réseaux sociaux nécessairement. Pardon. C'est bien de montrer un peu notre lifestyle, puis si le pourcentage est minime. Jusqu'à quel point? Ouais. Comme tu dis, s'il y a une vitrine, tu donnes une vitrine un peu de ton lifestyle, mais la grande majorité, c'est l'immobilier. Puis qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu veux la business des courtiers, des clients, ou tu veux des gens qui t'écrivent pour le dernier entraînement que tu as fait? Donc, c'est vraiment qu'est-ce que tu attires. Alors, tu dis que le conseil de Gary Vee, c'est validé, c'est confirmé, c'est un bon conseil. 100%. Puis si tu veux agrandir ton secteur, c'est de juste prendre plus de secteurs et de parler de ces secteurs. Alors, la raison pourquoi il dit ça, c'est parce que j'ai vu beaucoup de courtiers qui parlent de plein de choses, sauf qu'est-ce que les gens veulent vraiment entendre de la bouche d'un courtier immobilier. Mais avant de faire ça, il faut que tu définisses et que tu saches qui est ton audience. Ouais. C'est qui t'écoute? Qu'est-ce que ces gens-là ont envie d'entendre? Quand tu sais c'est qui t'écoute, qui est ta communauté, puis qui te regarde, tu vas savoir de quoi parler. S'il y a personne qui te regarde, puis là, tant mieux, tu vas pouvoir créer ta propre audience. Fait que partage ce que tu as envie de partager. Si tu veux développer un créneau autour du hockey, mets-toi à parler de hockey, puis des propriétés des joueurs de hockey, puis leur m'emmener, il y a tellement de façons de faire. Il y a plein de choses à faire. Et il y en a d'autres qui commencent des podcasts dans le but de commencer un podcast, mais là, ils vont inviter toutes sortes de monde qui n'ont aucun rapport avec l'immobilier. Puis là, encore là, les gens se demandent c'est qui cette personne-là. Donc, ça met en confusion beaucoup de personnes de cette façon de faire les choses. Donc, si on commence un podcast, je pense que si vous voulez aller chercher de la clientèle et de façon rapide, c'est de se concentrer dans une niche. Ça peut être du hockey, mais parler du hockey et de l'immobilier, ça peut être une bonne façon de faire. Mais ils vont se mélanger avec plein de choses et c'est la raison pourquoi ça prend plus de temps. Puis, à la fin de la journée, c'est le taux horaire, right? Qu'est-ce que tu investis, qu'est-ce que tu reçois, combien de temps tu investis. Puis des fois, les gens se perdent parce qu'ils veulent être un méga star. Alors, ils vont commencer quelque chose qui ne va pas nécessairement avoir de la business tout de suite, mais ils vont continuer à le faire parce que les gens en parlent. Mais ça met en confusion les gens. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Sarah? Très d'accord. Ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens? J'approuve. Et Tristan, est-ce que les podcasts, c'est des choses que tu as envie de faire? Est-ce que c'est des choses qui s'en viennent aussi dans ton game plan? Je pense que oui. 2024, ça va être une nouvelle année qu'on va justement revoir notre marketing pour établir une nouvelle audience. Ouais. La période du 15 décembre au 15 janvier, c'est toujours une période qui est un peu plus tranquille sur le marché. Et ça permet de faire beaucoup plus de sessions, justement, de visionnement pour la prochaine année, de plans d'action, plans marketing pour la prochaine année. Fait que moi, c'est un gros mois que j'apprécie beaucoup parce que des fois, je suis toujours sur la route, un peu partout, mais là, je peux vraiment faire une petite pause. OK, je suis assis, j'ai mes notes, puis on y va. Par où on commence pour la prochaine année. Ça sent bien. C'est là. Ça sent bien, right. Non, mais tôt. Ouais. Maintenant, parlons des outils. Okay? C'est quoi l'outil qui est indispensable pour toi, qui vient vraiment te donner un gros coup de main? Un outil? Un outil, soit marketing, soit gestion. Comment? Mon téléphone. Mon téléphone, OK. Faut pas être... Mais non, mais tout se fait par téléphone maintenant. Dis-moi, y a-t-il quelque chose comme une application que tu utilises qui aide? Comme certains utilisent Follow Boss, certains utilisent certains CRM. Est-ce que vous avez quelque chose que toi, faut tirer? Pourquoi tu ris? Je te dirais, pour ça, là, ouais. On a quand même du retard. OK. Je te dirais. Ouais, quand même. Wow, ça veut dire que vous faites tout ça sans nécessairement avoir... on a la base. On a avec Remax, la maison avec Centris, c'est prospect. OK. Donc, tu sais, Centris, nous, exemple, les adjointes, peu importe les personnes qui vont rentrer puis qui envoient une demande d'information ou quoi que ce soit, sont rentrées dans le prospect automatiquement. Ouais. Donc, on n'a pas un CRM qui est, comment je peux te dire? Avec des alertes, là. C'est la automatisation, puis vraiment comme on-set. Wow. Ça veut dire que, avec tout le succès que tu as, Sarah, si tu implémentes ces genres de choses autour de toi,
ça va être encore mieux. Donc, Dans l'objectif félicitations d'avoir fait tout ça sans nécessairement utiliser ces systèmes. Alors, oui, donc ça peut être intéressant. C'est tout organique, là. C'est du organique. Wow. Oui, il faut le faire. Il Ouais. faut le faire, c'est très important. Puis on est en retard là-dessus. Ça fait quand même un certain temps Exact. que je dis qu'il faut vraiment trouver un bon. On veut le faire. Mais les suivis sont quand même très bien faits. Là. Comme mettons Ils sont faits naturels. Naturel. Ouais. Donc, c'est vraiment Les l'humain. vraies le personnes sont support comme, administratif là, Wow. sont Wow. là tout le temps. Ils ont des alertes, ils se font des rappels sur leur téléphone, ils se font tout. Il n'y a rien qui est échappé. Donc, il y a comme si des systèmes comme Ava que plusieurs courtiers immobiliers utilisent. Follow Up Boss, c'est une Ouais. autre. Pipe Drive, il y a plusieurs systèmes. Donc, Je connais rien de ça. Ouais. Ben, écoutez, si vous avez des questions sur ça, J'ai ça me compris fait ce que ça me fait t'as plus mentionné. ça me fait plus que plaisir. Il y a des messages textes automatisés. Évidemment, il y a certaines choses qui sont importantes de rentrer en communication avec une vraie personne, mais il y a d'autres choses qui peuvent être automatisées. Est-ce que les envois de courriel... Je pense que c'est important pour justement avoir des leads à long terme, puis récurrence, puis tout ce qui est automatisé, mais en temps réel, quand c'est pendant une transaction ou pendant une mise en marché, un coup de téléphone, là, il n'y a rien qui remplace ça. Ça fait toujours l'affaire. Ouais. Tu sais, je me vois pas envoyer des messages automatisés à mes clients avec qui je travaille en ce moment même sur le marché. Je vais les appeler. Tu sais, je vais dire, regarde, là, le marché, il y a eu telle maison qui s'est vendue la semaine passée. Il y avait ça de plus. La dimension était tant. Est-ce qu'on est au bon prix? Est-ce que les publicités, c'était correct pour vous? Tu sais, moi, je trouve que la maison est bien représentée. Puis ça, il n'y a pas de robots ou d'automatisation qui vont faire ça. Là. On est beaucoup contact humain. Ouais. En moyenne, là, tu fais combien d'appels dans une journée? Eh, mon Dieu. Ouais, plus que ça? Je peux pas embarquer dans mon auto. Si tu vois Il y a pas de radio, l'agenda- là. Ah non, Il y a pas de radio. pas de radio. Il n'y a pas de radio, puis c'est non-stop. Téléphone. Puis comment tu fais pour, tu sais, surtout les courtiers immobiliers, on est tout le temps sur la route, right? Alors, après avoir parlé, moi, ma façon de faire les choses, c'est que je prends des notes. J'ai un CRM, je prends des notes, puis ça permet à toute l'équipe de voir qu'est-ce qui a été dit. Ils sourient encore. Alors toi... On a une personne qui s'appelle Alex. OK. Dans l'auto qui est toujours derrière toi. C'est comme mes mains à travers le téléphone, puis elle, pendant que je parle, ben, tout se fait. Wow, OK. Elle te suit partout dans l'auto? Non, je l'appelle après, là. OK. Disons que je parle avec un client, il y a quelque chose qui se passe, je vais raccrocher, je vais rappeler Alex, puis je vais dire, bon, ben, là, j'ai 15 minutes, là, faut que j'appelle l'autre courtier, mais toi, pendant ce temps-là, fais ce document-là, puis... Donc, à chaque appel, il y a Alex qui vient avec Très après. souvent. Alex, Mais c'est très important. Ouais. C'est une façon de faire les choses, je pense. Alex, c'est comme la deuxième moi, mais version bureautique. Ouais, exact. Une autre question pour amener de la valeur au courtier. Mise en vente. C'est super important dans le courtage. Quelles sont les stratégies quand tu mets une propriété à vendre? OK, je comprends qu'il y a une vidéo qui vient avec. Right? Toujours. Pas toujours? Ça dépend des mises en marché. Ça dépend de la propriété, à quel point on est capable de mettre de l'avant, right? Sinon, des photos. Mais au-delà de ça, Sarah, dis-moi, décortique-moi tout ce que tu fais. Des fois, il y a certaines choses qu'on ne pense pas qui peut être intéressant pour un courtier. Donc, quelle façon? Est-ce que c'est toujours la même façon que tu procèdes? Il y a une certaine routine, mais c'est pas toujours la même façon parce que toutes les propriétés sont différentes. Elles sont dans des états généraux, des conditions différentes aussi. Ouais. Si je rentre dans une propriété puis que c'est le bordel, que les couleurs sur les murs sont trop flash, je vais dire, écoutez, on va se mettre à vendre, mais il va falloir que vous donniez un petit coup de pouce. Excusez. Pas de problème. Ah, c'est pas facile, le mois de novembre. Donc, ce que je disais, une maison qui est en mauvaise condition, que les couleurs sont un petit peu trop punchées, je vais conseiller de faire un peu d'home staging avant la mise en marché, naturellement. Si la maison elle est vide, on va aller faire du home staging virtuel. Si la maison est déjà impeccable, ben bingo, je veux dire, la mise en marché va se faire de façon très, très simple. C'est quoi du home staging virtuel? Bon, si la pièce elle est vide, on va ajouter un sofa, on va ajouter un tapis, on va ajouter une télé, on va la meubler de façon virtuelle avec AI. AI. Tu l'as bien Il est dit. bien dit, là. Donc, AI, on l'adore, fait des super beaux montages. Quel logiciel vous utilisez pour AI? Nous, c'est Fiverr. Fiverr. Ouais. OK, Fiverr. Fiverr. C'est comment tu demandes à mes cousines de faire quelque chose, c'est ça? C'est pas en Chine? Ben, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que tu choisis les personnes avec qui tu veux travailler. Ouais. Tu as comme un catalogue de choses, exemple, qu'ils ont fait dans le passé comme projet. Puis, nous, pour tous nos projets, je prends toujours le même. Fait que c'est la personne vient de la Chine. Fait qu'exemple, le soir, à comme 5 heures, j'envoie le projet. Faut t'expliquer très clairement.
Ouais. Et tu te réveilles le matin, projet prêt. Ouais, c'est quoi, si tu envoies des photos? Ils nous envoient le final. Non, mais je veux dire, toi, qu'est-ce que tu envoies? Tu envoies dans les photos pour mettre sur Centris. OK, des photos. Ouais. Puis cette personne-là va juste monter Photoshop. Exactement. Ou c'est des plans 2D, 3D qu'ils font? Non, c'est du 3D. 3D, OK. Disons, par exemple, Saint-Sauveur qu'on a fait récemment, c'est une maison qui est en bois, qui a un gros foyer central, puis qui c'est vide. On l'envoie à Fiverr, on lui dit, nous voulons avoir un mobilier cosy, confortable, douillet, et un feu de foyer. Des fois, ils nous envoient ça, puis le feu est bien trop rouge. Je dis non, un feu plus jaune. Mais ça fait des super beaux résultats. Et mais comment ils vont déterminer la dimension si c'est du 3D? Est-ce qu'on envoie cette photo? Est-ce qu'on envoie les mesures? C'est l'intelligence artificielle. Ouais, fait que dans le fond, exemple, les photos. On n'avait aucune mesure. Aucune mesure. Donc, lui, exemple, c'est 10 photos que j'envoie pour retouche. Les 10 photos, j'y envoie. Je décortique. Photo 1, je veux telle chose. Photo 2, je veux telle chose. Photo 3, je veux telle chose. Et on a tous les résultats, puis après ça, prêt pour mettre en saisie. Ils vont créer en format 2D, 3D. Non, mais la photo, tu sais, mettons la photo Centris. OK. Tu vas l'avoir directement dans le fond. Il va faire le mobilier comme si tu avais été dans la pièce actuelle. Puis tu OK, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement de 3D, c'est des photos qui ont été modifiées. Exactement. C'est pas une visite 3D. C'est ça que je veux Photo savoir. avec c'est pas une Zoom visite. Saving 3D. Pas une visite. OK, je vois. Mais tu sais, il peut tout faire. C'est pour ça que je me posais la question, comment, avec des photos, ils sont capables de déterminer toutes les dimensions pour faire une maison 3D? Non, c'est juste la Il faut vraiment très bien expliquer. Ouais. Puis aussi, tu sais, il peut tout faire. Tu vas enlever la voiture qui est dans le ravoué parce que le vendeur il est parti pendant qu'on fait la mise en marché. On l'enlève. Puis ça coûte pas cher non plus, hein? Fiverr, c'est ridiculement bas. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Wow, ça c'est vraiment bien. D'après moi, il y a beaucoup de graphistes qui ont été affectés par, pas Fiverr en tant que tel, là, mais l'intelligence artificielle tout court. Là. Oui. Ouais. Beaucoup d'emplois qui ont été affectés par ça. Certainement. Donc, Fiverr, un autre conseil de Sarah, où elle Un bel emploie. outil. Yes, Ouais. puis et en plus, elle crée des emplois non seulement au Québec, mais à travers le En monde. Chine, En quoi? Chine, en Inde, partout dans le monde. Donc, merci Sarah. Alors, OK, donc, ça c'est votre outil pour la mise en marché. OK, quoi d'autre? Mais là encore, là, comme je te dis, ça dépend du produit. Est-ce qu'on va aller faire une vidéo, justement, de propriété, puis la vidéo après ça, même les photos. On va toujours y aller selon ce que la maison elle a à offrir, pousser les gros plus. Y a une rivière en arrière de la maison? Est-ce que c'est un gros bois? Fait que ça dépend exactement du produit. Au-delà des photos, de vidéos, par la suite, où tu projettes sur les réseaux sociaux, y a-t-il des choses que tu fais? Est-ce qu'il y a des courtiers qui t'appellent? Est-ce que tu envoies un courriel de masse? En fait, c'est facile avec le système de Matrix. On peut voir tous les courtiers qui ont eu des transactions à succès dans le secteur, exemple dans les 6 derniers mois, qui est un courtier collaborateur ou qui est un courtier inscripteur. On peut envoyer des courriels individuels à ces gens-là pour dire, écoute, tu as fait une transaction. Est-ce que tu en as d'autres clients? Justement, on a une nouvelle propriété qui sort sur le marché. Donc, d'aller solliciter un petit peu plus loin de façon personnelle les courtiers, très important. Centris, Remax, les réseaux sociaux. Ça a l'air très intelligent ce que tu dis. En fait, je ne savais même pas que ça pouvait être fait. Puis, évidemment, je ne suis pas courtier immobilier, mais est-ce que tous les courtiers font ça? Ah, ouais. Ben voilà, un autre conseil, guys. Un autre conseil. Appelez les tous les courtiers connaissent que Matrix, on peut aller faire un rayon, aller regarder les vendus des 6 derniers mois, puis voir qui ont été les courtiers collaborateurs. J'ai fait ça un moment donné pour une maison dans le Nord. Je voulais organiser une caravane de courtiers. Je suis allée voir tout le secteur du Nord. J'avais pris Saint-Adèle. J'avais contacté 258 courtiers juste parce qu'ils avaient fait une transaction. Puis je leur avais dit, vous avez fait une transaction dans les 6 derniers mois. J'ai telle maison à vendre. Puis c'est une maison très particulière. Là. Elle avait 11 chambres, 12 salles de bain. C'était une maison qui était prise en charge par la santé publique. Là. C'était pour des familles de trisomiques. Puis c'était une maison qui va acheter 11 chambres puis 12 salles de bain? C'était extrêmement dur à vendre. Finalement, on l'a vendu, mais j'avais contacté tout le monde du Nord qui avait fait une transaction. Courriel ou téléphone, texto? Courriel. Courriel. Oui. OK. Puis c'est assez facile en de envoyant choisir. la fiche, puis comme... C'est assez facile de déterminer les courriels des gens, des courtiers, ou c'est vraiment... oui, les courtiers le savent. Là. Ils cliquent sur le petit « i », information. Tu as t'as l'IMO contact, t'as son courriel, puis t'as son numéro de téléphone. Donc, un par un, tu choisis... Un par un. Tu copies-colles l'adresse courriel, puis... 250. Ouais, ça avait été long. Wow. OK, donc plus j'en parle, plus tu donnes des conseils encore plus poussés. Donc, est-ce qu'on doit garder le podcast pendant 3 heures? Non, enfin, mais... Alors, c'est ça l'objectif, Sarah. Faut pas non, j'adore partager. Merci beaucoup, ça se voit. Alors, OK, donc on va poursuivre. Donc, au-delà de
d'appeler les courtiers ou d'envoyer des courriels. Ça, c'est vraiment important. Il y a certains courtiers qui pensent pas ils oublient le fait que les courtiers, c'est un super outil de marketing. C'est des gens qui peuvent... C'est le plus important. C'est le plus important, ouais. Le réseau, c'est ça qui fait la différence versus un site d'annonce. Ouais. Le réseau, 90% du temps, il y a un autre courtier dans la transaction, là. C'est à ne pas négliger. Les courtiers collaborateurs, c'est ce qu'il y a de plus important quand tu représentes le vendeur. Là. Mm-hmm. Donc, non, très important. Au-delà de ça, maintenant, OK, t'as approché tous les courtiers du secteur. Ben, encore là, on peut aller solliciter, ça dépend où, à cause du moratoire. On peut aller à l'international, on peut aller au national, Vancouver, Toronto. Ça m'est arrivé de vendre à Blainville à des gens qui venaient de Vancouver puis de Toronto. Là, avec le moratoire, il faut faire attention. Si on n'est pas résident canadien, on ne peut pas acheter nécessairement. Mais on a un beau produit à Brébeuf qui est exempté par la loi. OK, je vois. Mais, donc, comment tu fais pour contacter le monde de l'extérieur? Ben, contacte les agences directement. Les agences, OK. Oui, les directeurs d'agence directement. Tu vas... Aujourd'hui, là, tout le monde est accessible. Ben oui. Est-ce que si on veut communiquer, Josh Hartman, là... Tu vas sur le site web, puis tu vois un courriel, puis tu communiques. Oui. Regarde, toi, tu as communiqué un super gros nom là, pour ton 15 février. Oh, yeah! Alors, comment tu as fait ça? Ben, tu l'as communiqué. Ça se fait. Il y a du travail derrière. Donc, j'ai eu la chance de parler avec son équipe parce que ça fait 3-4 ans que j'y vais souvent aux States pour des conférences. Et mon truc, c'est que je vais tout le temps m'asseoir au front row. C'est-à-dire que je vais toujours m'asseoir devant. Donc, évidemment, c'est des billets à 4, 5, 10 000. Dépendamment de quel genre de conférence. Et souvent, quand tu fais ça, mais je ne vous ai pas demandé, est-ce que vous êtes intéressé à savoir? Oui. Oui, là. Ah ouais, donc souvent, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que les organisateurs, ils te voient comme un gros client. Puis, au-delà de l'organisation, bien sûr, tous les gens qui sont autour de toi, qui sont assis front row, c'est tous des multimillionnaires. C'est souvent des conférences où tous les Américains de tous les États assistent, puis même du monde de l'extérieur, comme un Canadien comme moi. Alors moi, ce que ça me permet de faire, c'est d'ouvrir vraiment beaucoup d'horizons et ça pique l'intérêt de l'organisateur. Alors, l'organisateur, souvent, c'est lui qui amène Gary Vee, il amène Tony Robbins, il amène tous les grands stars dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je reste curieux, je pose des questions. Comment tu as eu cette personne? Comment tu as eu telle personne? Puis à force d'année en année, ces gens-là s'ouvrent. Puis je commençais à parler de mes projets comme quoi que je voulais organiser quelque chose de gros. Quelque chose où j'invite à Montréal un grand star dans le monde de l'immobilier ou de l'entrepreneuriat. Il m'a proposé, tu veux-tu Ryan? Juste de même. Parce que moi, Ryan n'était pas dans ma liste puisque je voulais avoir quelqu'un d'autre. Donc, évidemment, je voulais avoir dans les prochaines années. Il m'a simplement proposé, est-ce que tu veux Ryan? J'ai dit, let's go. T'es sérieux? Est-ce que tu vas vraiment m'aider? Il me dit, ouais, je vais t'aider. Tu as créé ton opportunité. J'ai créé mon opportunité. Tu as créé ton chemin parce que si tu n'avais pas été là pendant toutes ces années-là, dans la première rangée, tu n'aurais jamais eu cette opportunité-là. Tu l'as créée toi-même. 3 ans, j'ai peut-être investi facilement 50 000 en payant leurs cours. Parce que des fois, ces gens-là, ils ont des cours à offrir. Donc, des fois, les gens veulent des choses, mais sans investissement. Mm-hmm. Tu vois, comme par exemple Tristan avec toi, il a investi sur des suivis, il a été là tout le temps pour pouvoir avoir des nouvelles de ta part. Beaucoup de personnes veulent des choses sans nécessairement donner. Oui, les choses ne sont pas du ciel, là. Exact. Puis souvent, quand tu as du succès, tu es beaucoup plus occupé, tu as beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnes veulent quelque chose de toi. Donc, qui te donne encore plus pour que cette personne-là aille ton attention, tu vois. Alors, j'ai payé son cours de mastermind. J'étais dans son mastermind qui a coûté une vingtaine de milliers de dollars. Mais je savais que mon objectif, c'est de rentrer dans l'événementiel et avoir des contacts des stars. Alors, puisque ces gens, les organisateurs, ils ont tout le temps ces gens d'accès, puis ils invitent déjà ce monde, ça m'a permis ça m'a donné l'opportunité d'avoir Ryan. Je suis allé préparer pour parler avec l'équipe de Ryan. Ça a été quand même simple. Puisque j'ai vendu le fait que Montréal, c'est la 2e plus grande ville économique au monde, au Canada, pardon. Alors, j'ai quand même le plus gros podcast au Québec pour les courtiers hypothécaires et immobiliers ensemble. Alors, j'ai une grande audience. Il y a un grand marché pour les
pour les francophones. Il y a un grand marché francophone ici qu'il n'a pas nécessairement touché encore, Ryan, que je peux t'aider à rentrer si tu viens à ma conférence. Alors, c'est comme ça que j'ai vendu. Puis boum, voilà, on est là. 15 février, ça se passe. Félicitations. Merci. C'est tout à ton honneur. Ouais, c'est merci. quelque chose de gros, là. Merci. Est-ce que tu regardes, Ryan? Est-ce que tu connais? Oui, oui. Ouais? Oui, je l'ai vu passer souvent sur les réseaux sociaux. Oh, super, super. Fait que, ouais. Alors, si je trouvais que Sarah, ce genre de conférences, ça se donne rarement ici. Les conférences, c'est souvent du monde local et les grands stars du monde de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, ils viennent jamais ici, mais pourtant, ils en font plusieurs à Toronto, Vancouver, beaucoup aux États-Unis. Et c'est nous qui allons vers ces conférences. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est, en fait, je me suis posé la question, pourquoi ça ne donne pas ici? Pour plusieurs raisons. De un, ça coûte beaucoup plus cher de les amener. C'est des mondes qui chargent des 6 chiffres. Donc, l'audience doit être des individus qui font des sous. Right? Donc, quoi de mieux que les courtiers qui ont des succès, qui veulent constamment apprendre, continuer à évoluer. Au-delà de ça, c'est la langue. Étant donné que souvent c'est des Anglais, ben, ils ont une plus faible audience à Montréal puisque sont anglophones. Donc, on a réglé ces problèmes en ayant des traductions en direct. Donc, autant quand il va y avoir des anglophones qui vont parler, ça va être traduit en français, vice-versa. Alors, ça va pas être problématique. Puis, on a aussi rassemblé du monde local, international et national. Donc, on a Sugar Sammy, on a Olivier Primo. Je pense que vous êtes dans le même cercle, Olivier Primo, je pense, ouais. Vous connaissez, voilà. Olivier Primo, Sugar Sammy, Tatiana Londono. Et Tatiana Londono, tu la connais? Ah, je l'admire. Hein? Ah, tu la connais? Je la connais pas. On se connaît pas. Elle ne doit pas savoir que j'existe. Je pense que oui, j'ai vu un de tes podcasts que tu as donné à Écoute, j'étais pas courtier là, dans le temps qu'elle avait son émission. J'étais jeune, je la regardais. Puis je l'ai toujours trouvée tellement hot, cette fille-là. Tatiana, elle était là, ici, lors mais de oui, je l'ai vue. Tu l'as vu? Je l'ai pas vue. J'ai vu. J'ai dit, ah, ben, Tatiana, elle est allée voir ses photos. J'étais épuisé après le podcast parce qu'elle a tellement d'énergie. Tu dois matcher son énergie. Ah, c'est quelque chose. Et je dois aussi leader la conversation, la ramener parce qu'elle part, tu vois. Ah, ben, ça fait son succès. C'est sa personnalité qui pétille, qui ressent. Puis, elle rentre dans une place, je suis pas mal sûre que tout le monde... C'est son énergie. Je l'ai senti. À travers l'écran, je la sens. Avec l'imagine en personne. Je l'ai senti. C'est sûr que tu tout de suite, quand elle m'a vu, « Hey, sweetie, how are you? » J'ai dit, « Oh my God! » Elle m'a mis comme sur un podium dès le début. Ouais. Je me sentais bien. Donc, je pense que c'est une personne qui fait sentir beaucoup de personnes autour d'elle vraiment bien. Puis ça, c'est quelque chose que c'est facile à faire, mais peu de personnes le font. Tu vois? Ouais. C'est très facile à complimenter des gens. C'est très facile de faire plaisir à une autre personne juste avec des mots, mais peu de personnes le font. Et chaque fois qu'il y a un contact, c'est comme « Hey, sweetie, how are you? Hey, gorgeous. » She's gorgeous. I've never been called gorgeous, but okay, I'll take it. Alors, ça, c'est Tatiana Londono. Elle va être là. Elle va donner grande performance. On a Marsha Saint-Jean qui a seulement 3 ans d'expérience dans le courtage. Elle a un grand succès en si peu de temps. Donc, j'ai pris une personne comme elle pour montrer aux courtiers, aux nouveaux courtiers, que c'est possible de réussir. Et il y a beaucoup de personnes, dont toi, que je veux aussi t'avoir dans une conférence, mais évidemment, je peux seulement avoir dans une journée vraiment comme 12-13 personnes. Puis on s'est gratté la tête parce que j'étais très ambitieux, puis j'ai approché beaucoup de personnes. Puis je pense que les gens ont vu le sérieux dans ma conférence. Tout le monde m'a dit oui en même temps parce qu'ils m'attendaient à avoir des noms un peu pour que je puisse, comme on voit, placer les gens qui sont intéressés. Mais tout le monde m'a dit oui, donc j'ai plus de place. Mais ça ne sera pas ma dernière. Puis un jour, Sarah... Ah ben moi, je ne suis pas déçue que tu aies plus de place parce que je ne me vois pas aller sur le stage de ces gros noms-là. Non, t'es rendu là, Sarah. Ben non, pas du tout. Au contraire. Je suis pas... Moi, de faire un oral devant la classe, c'est très difficile. C'est, tu sais, pour aller sur un stage, puis parler de façon correcte, à dire des choses pertinentes, avoir la façon de bouger je pense qu'il faut quand même une spécialisation pour le faire. Et comme j'ai dit, je ne suis pas un coach de vie ou un coach immobilier. Moi, je suis vraiment une courtière sur le terrain. Encore. Pour toi, tu l'as fait plusieurs conférences. J'en ai fait une. Et on s'entend. C'est laquelle? Je pense que je t'ai vu, je pense. J'étais allée à All In. Ah, All In, ben oui. J'ai eu un petit 10 minutes de gloire sur le stage. Mais... Comment t'as trouvé? Mais ça m'a appris à
justement savoir qu'est-ce qu'il faudrait que je prépare si je veux vraiment le faire. Parce que je suis allée là avec 0 expérience, 0 connaissance. Puis je suis embarquée sur le stage devant comme 800 personnes. Puis j'ai fait, oh. T'as aimé ça? Ben oui, mais je n'étais pas préparée, là. Je n'étais pas bien préparée du tout. Là, aujourd'hui, tu me dirais, Sarah, faut que tu montes sur le stage. Tu vas dire que je vais être... Ah oui, puis je vais être... Ça coche. L'année prochaine? Il va y avoir des beaux diapogrammas à l'écran, puis ça va être super bon. Mais là, j'étais 0 prête. Okay. Ça a été une très belle expérience, par contre. J'ai trouvé ça vraiment le fun de vivre ça. Je pensais perdre connaissance avant d'embarquer sur le stage. mais c'était le fun. C'était le fun quand même. Moi aussi, j'ai la phobie de parler devant un public. C'est quelque chose que j'ai combattu avec l'expérience que j'avais en pratiquant. Je me suis presque évanoui quand j'étais au primaire durant un exposé oral. Mais c'est ça. Ouais, J'ai failli évanouir. Alors, dis-toi qu'aujourd'hui, bon. je parle devant ma plus grande conférence où j'ai parlé avec autant de personnes, c'était 400, environ 300-400. Alors, je suis fier de dire qu'une personne qui vient de vraiment d'avoir une grande peur de parler devant un public et de réussir à faire ça, puis organiser quelque chose encore plus gros aujourd'hui, ça veut juste simplement dire que tout le monde est capable. Tout le monde peut le faire si on met l'effort. Ça vient avec la pratique. C'est comme les vidéos de propriété que je fais aujourd'hui. Si on retourne en arrière puis on va voir le premier vidéo que j'ai fait dans ma carrière, c'est pas le même résultat, là. Il y a eu beaucoup de pratiques entre-temps, puis je pense que dans n'importe quel domaine, tout se développe, tout s'apprend. Ma question pour vous, allez-vous être là le 15 février? Moi, j'attendais mon invitation. Ben, je vous invite, les amis, je vous invite. Ben, nous y serons. Yes. Je pense avec grand plaisir. J'ai dit, en plus, je vais y en parler aujourd'hui. Ah, super. Ben, écoutez, il va y avoir autant de courtiers immobiliers que courtiers hypothécaires. Pour la première fois, on rassemble les deux domaines parce que ces deux domaines, on a tendance à beaucoup travailler ensemble. Je me demandais aussi comment ça, il y a pas de conférence où on met vraiment de l'avant les deux domaines, le courtage hypothécaire et le courtage immobilier. Alors voilà, on le fait le 15 février 2024 au Palais des Congrès. On a très hâte de voir les résultats. J'ai très hâte. Ça fait aussi. beaucoup jaser en ce moment. Ah oui? Oui. Oh, j'adore. C'est drôle, hein? Je fais mes trucs de mon côté, dans mon bureau, puis j'ai en train de réaliser. Puis tu fais bien les choses, puis ça va être une première, je ne veux pas. Donc, j'ai hâte de voir les résultats. Je me suis pas trop... quand j'ai voulu le faire, on voulait faire quelque chose de petit, mais ça s'est donné que j'ai eu Ryan, puis après ça, on est encore voir Arlene. Il va aller à Arlene et tout. Tu peux pas aller petit avec Ryan. Ouais, non, exact. On a même changé de location, donc localisation. Donc, on voulait le faire à Tohu, puis j'ai dit, Tohu de Ryan, non, oublie ça, on doit aller au Palais des Congrès de Montréal pour pouvoir le faire. Et Ryan, c'est une personne qui est vraiment, il y a une humilité là, incroyable. Alors, l'histoire que j'aimerais raconter, c'est lorsque j'ai fait le podcast avec lui à New York, je suis allé à New York pour le faire. Il m'a accueilli en disant mon nom, donc pas mon nom de famille, évidemment, ça aurait été une autre chose. mon prénom. Il m'a dit, hey, Seoujan, how are you? Like, ça a été déjà quand même, pour quelqu'un qui est très occupé, il y a 1 million de choses à faire, de se rappeler de ce qu'il doit faire prochainement. Et dit, hey, Seoujan, we have a podcast at 4, right? Là, j'étais comme juste impressionné, le fait qu'il assume mon nom. Puis une autre chose qui m'a vraiment impressionné, c'est que par la suite, je lui ai demandé, hey, do you mind Ryan if we do the podcast in this conference room? Parce qu'on avait, comme c'est l'équipe qui m'a demandé de faire dans cette salle de conférence, voici ce qu'il m'a dit. Hey, Seoujan, you're the boss. I do whatever you want. Je suis tombé à terre. Tombé en amour avec lui. Wow. C'était le début de l'histoire. C'était le début de l'histoire. Exact. C'est votre histoire. Honnêtement, tu sais, il y a du monde qui ont la tête attitude. enflée avec un peu de succès, puis c'est ça que j'adore de toi, Sarah. Première chose que j'ai senti, c'est que avec tout ce que tu as accompli, tu as vraiment le pied à terre. Puis tu me fais pas sentir que je suis moins que toi, que tu fais pas sentir que Tristan moins que toi. C'est important. Puis ça veut dire que ton enfance, comment tu as été élevé, tes parents, comment que tu as grandi, ça a beaucoup pris un rôle pour être la personne que tu es aujourd'hui. Puis j'apprécie. Ouais, merci. Mais tu vois, les personnes qui m'ont le plus impressionné dans la vie, c'est justement, même jeune, en grandissant, ça a toujours été les gens qui avaient des énormes succès, mais qui restaient terre à terre. La personne qui a énormément de succès, puis elle marche dans la rue, puis tu ne peux pas le savoir à quel point cette personne-là a du succès, ça m'impressionne. Ouais. T'sais,
un multimilliardaire qui marche, là, puis t'as aucune idée c'est qui va faire son épicerie à côté de toi avec des vieux souliers sales, puis moi, ça, j'aime ça. Ouais. Parce qu'il me dit... Quand tu pètes plus haut que le trou, puis bon, non, ça marche pas. Dans ma tête à moi, je veux dire, on est tous des égaux, peu importe le succès qu'on peut atteindre, on est des êtres humains, puis ça va de soi qu'on doit se traiter de façon égale tout le temps, peu importe le succès qu'on a dans la vie. Absolument. Puis j'espère qu'on ne changera pas avec les futurs accomplissements qu'on va avoir. Je pense... c'est ça, là. Mets-toi pas après avec les grosses conférences, là, trop important pour nous, puis nous rappeler. Non, pas du tout. Et moi, je viens de loin, hein. Je viens d'un village, moi, au Sri Lanka. Je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans. J'ai vécu la guerre civile, j'étais dans des camps de réfugiés et tout. Donc, je me considère simplement chanceux d'être ici. Et je veux savoir où est-ce que je peux aller avec tout ce que j'ai accompli. Pourtant, c'est avec tous les problèmes que j'ai, le français n'est pas ma première langue, ni la deuxième, c'est ma troisième. Je bégayais quand je parlais, j'avais la phobie de parler devant du monde, tout ça. Puis on m'a dit que ce serait impossible pour toi de faire ce que tu fais, donc je le fais. Donc c'est à quel point que quand tu veux vraiment, et aujourd'hui j'inspire du monde, alors c'est comme le meilleur récompense que je peux avoir, du monde qui m'écrit des sur Jeanne. Grâce à toi, je suis dans le courtage. T'es sérieux? Oui, je suis dans le courtage hypothécaire, courtage immobilier. J'ai trouvé ma carrière de rêve. Justement, parce que je fais des podcasts avec du monde comme vous qui partagent. Donc, je vais continuer à faire tant et si longtemps que comme les gens sentent que je donne énormément de valeur. Donc, merci encore, Sarah. Beau. Si on devait retourner dans le temps, okay, à la jeune Sarah qui vient de commencer dans le courtage, ça serait quoi le meilleur? Okay, tu pourrais donner un conseil, okay, qui va faire en sorte que aujourd'hui tu serais soit plus loin, plus heureuse, plus différente. Okay? Tu aurais voulu savoir quand tu étais plus jeune, quand tu as commencé dans l'industrie, ou si c'est pas de ta carrière, ça peut être aussi personnel? Je pense que ça serait d'apprécier le voyage et non juste avoir hâte d'y arriver au résultat final puis au succès, d'apprécier justement le début, puis tout le cheminement que tu vas faire jusqu'à où tu veux te rendre, le vivre à 100%, l'apprécier. C'est important parce que des fois, je vois des jeunes courtiers aujourd'hui qui rentrent, puis j'étais cette jeune courtière-là quand j'ai commencé aussi, qui vit des moments plus difficiles. C'est quand tu startes une business, n'importe quel domaine, c'est pas juste le courtage immobilier, mais au début, c'est difficile. C'est de l'investissement en temps, de l'investissement en argent. Tu mets énormément d'heures, puis au final, tu n'as pas de résultat. Ou, tu sais, ça... Je pense qu'il faut juste pas se décourager, puis il faut apprécier d'être dans ce cheminement-là, parce que la journée qu'on arrive à un certain succès, mais si on a passé toutes ces années-là à souffrir puis à s'en faire, bien, c'est une perte de temps d'après moi, là. J'étais là, peut-être dans les débuts, celle qui pleurait le soir. Parce que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis là, ça fait 1 an que je fais des compromis, je fais des sacrifices, puis ça ne fonctionne pas. Puis je prenais ça. C'était très difficile. Mais en revenant en arrière, je me dirais, arrête de pleurer, là, ça va déboucher. De savoir où je suis aujourd'hui, je serais cool, ça vaut la peine. OK, peut-être tu fais des sacrifices, tu fais des compromis, c'est plus difficile. Mais continue, puis sois contente d'être là. Pleure pas en disant que c'est l'erreur de ta vie. Puis ça, je le dis à tous les jours, là. À plein de courtiers qui m'écrivent, qui me contactent. C'est peut-être difficile aujourd'hui, mais même si c'est difficile, apprécie-le. Prends-le, puis un moment donné, ça va déboucher. Oui. Apprécie le processus. Exact. C'est plus que jamais important. Et c'est le courtage, c'est tellement difficile, right? Donc, mais regarde où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Regarde où est-ce que moi je suis rendu aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Donc, c'est juste parce qu'on n'a jamais abandonné qu'on a réussi à le faire. Alors, c'est juste une question de temps, puis bien être entouré. Dis-moi, Tristan, toi, de ton côté, si on devait reculer il y a 2 ans. Il y a 2 ans. La seule chose que je pourrais dire, c'est pas parce que tu es nouveau dans le domaine, tu es jeune, que tu peux pas réussir. C'est vraiment, tu peux tout faire. Avec de l'ambition, avec de la détermination, puis tu le lâches pas. Au début, ma première année, c'était non-stop. Je travaillais tout le temps. Puis, j'avais pas de clientèle. Ma première année, je l'ai fait toute seule. Ma première année, j'étais pas en équipe. Je l'ai fait toute seule. Puis, même avec ça, j'ai réussi avec l'ambition. Puis, déjà à base, je suis pas quelqu'un qui abandonne rapidement. Je suis quelqu'un qui veut aller au bout. Fait que jusqu'à temps que je touche le fond. Puis, on peut le remarquer avec tes accomplissements. Tu es devenu gérant pour Aldo, Sarah. Dans ouais, la même industrie. La même industrie. Ouais. Alors,
tu voulais toujours exceller dans n'importe quoi que tu... J'ai baigné aussi, tu sais, dans le service à la clientèle. Fait que Qu'est-ce qui te pousse à... C'est quoi ta motivation? C'est quoi ton why? Mon why? Ouais. Mon why. Ouais. Écoute, je viens d'une famille qui a été dans l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai vu ce que c'était. Puis moi, je suis quelqu'un qui peut pas faire une job de 9 à 5. Moi, tu me perds là, puis tu m'oublies. Genre, je peux vraiment pas faire ça. Mais mon why, c'est... je suis quelqu'un qui aime se surpasser. Je suis quelqu'un qui aime avoir de l'ambition. Puis je suis quelqu'un aussi qui apprécie le contact humain. Fait que le courtage immobilier, j'adore l'immobilier. Mais voir les gens qui sont heureux à la fin d'une transaction, puis tu as fait telle chose pour eux, pour moi, ça, c'est le why. De comme... Faire une différence dans la vie de Faire quelqu'un. une différence. Parce que pour eux, c'est le plus gros investissement pour eux d'une vie. C'était des gens qui vont acheter seulement qu'une propriété pour tout le reste de leur vie. Puis pour eux, c'est un processus qui peut être stressant, mais qui devrait être pas stressant pour eux, puis qui devrait être justement comme rempli de bonheur puis d'émotions. Puis après ça, ils déménagent, puis ils sont couchés le soir, puis wow. Des transactions stressantes, Ouais, il y en a beaucoup ces temps-ci, là, Ouais, ça commence. il y en a énormément. Là, on pourrait partir une autre heure et demie. Là. Oui. On te réinvitera. Parce que, Maintenant, ouais. un petit jeu pour terminer. Alright? Donc, je vais vous donner des mots. Okay? C'est un jeu de mots. Et vous allez me dire ce qui passe par la tête, la première chose qui passe par la tête. Par exemple, si j'ai dit bonheur, pour toi, ça peut être... Enfants. Hein? Les enfants. Tes enfants. Ça peut être tes enfants. Donc, la première chose qui vient par la tête. Et là, puis étant donné que les gens n'ont pas nécessairement le temps de réfléchir, ben, ils dévoilent vraiment c'est quoi leur vraie intention. Ah, c'est stressant. All right? J'ai peut-être 2-3 mots. On va faire ça rapidement. Donc, on va commencer avec Tristan. Ah ouais? Excusez. Donc, l'argent. Ouf. Ça part bien. À quoi ça te fait penser, l'argent? Ah, l'argent. Pour vrai, les vacances. Ouais, les vacances. T'as-tu pris des vacances encore? Le temps pour soi. Ouais, t'as-tu pris des vacances encore? Encore? Ouais. Ouais, je reviens de vacances, ça fait un mois. OK, good. Là, je pars Tu repars encore? dans 2 semaines. Ouais, Ah, ben, il faut. Liberté. Ouais, la liberté. Liberté, En fait, OK. le mot argent, ça signifie comme la liberté. Ouais. Et toi, Sarah, le bonheur? Enfant. Enfant, OK. Direct à enfant. OK, on va retourner avec famille. Je pèse ce bouton. Là. l'argent. Maison. Acheter des maisons. Donc, c'est dans l'investissement. OK. Oui. Argent, investissement, OK, maison, ouais. c'est ça. Voyage. Bonheur. Bonheur, all right? Le courtage immobilier, Tristan. Le courtage, moi, c'est bonheur. Bonheur? Ouais. OK. Ouais. On n'est pas très original à date, là. Non, pas du tout. Les obstacles. Ouf. Ça, c'est l'ambition. L'ambition? Ouais? Non? Les autres. Ouais. Non, je pense pas, hein. Tu t'ambitionnes Ouais. à avoir des obstacles? Mais T'aurais pu faire mieux, là. ouais, j'aurais pu faire. Et toi, On le mettra pas au montage, je sais. Sarah? Les défaites. Le succès. Les défaites, c'est les succès? Ben, la défaite va mener au succès. Par la suite. L'apprentissage. Tu L'apprentissage. remontes, puis tu peux pas avoir de succès sans défaite. Ça vient avec Famille. amour. T'es marié? Oui. Donc, ton mari. Amour, ça compte pas? Non. Mon mari. Complicité. Complicité. Moi, dis-moi pas amour, là. Parce que je peux pas te répondre. Ben, guys, ça a été fun. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci tout le monde. Merci les deux ici. Vraiment apprécié. Puis on va certainement refaire si vous avez apprécié Oui, une autre c'était fois. vraiment le fun. On a Yes. beaucoup apprécié. C'était un beau moment. Puis merci. On est privilégiés d'avoir été là. Ben, j'apprécie. Vraiment. Merci Ouais. d'avoir été là. Puis dernière chose, le 15 février, il ne faut pas être juste vous deux. Il faut que toute l'équipe soit là. Je pense que tout le monde va en profiter. J'attends en grand nom. All right? Merci, Et guys. on va être là. Merci. Merci à toi. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.